Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 152 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, troisième et dernier numéro de notre trilogie Michael Jordan. Donc, nous sommes dans notre saga d'intersaison, la saga du cross-summer, c'est-à-dire crossover plus summer-été intersaison 2023, et donc une saga, vous le savez, sur laquelle on traite soit de différents sports, soit de basket, mais avec des angles différents, ou avec des crossovers, des guests différents. Et donc, au sein de cette saga, nous sommes en plein dans une série de podcasts sur Michael Jordan. On traite Michael Jordan non pas sous l'aspect du jeu, mais sous des angles différents et sur la thématique de notre rapport à Michael Jordan, plutôt que d'analyser son jeu. Et donc, on a un peu décortiqué notre rapport à Michael Jordan à travers un premier numéro. Grâce à Thibaut Leplat, philosophe, nous avons parlé des mythes, des légendes et de la place des grandes figures sportives aujourd'hui. Premier numéro de la trilogie. Deuxième, un peu moins de philosophie et un peu plus de littérature. Avec notre ami Rafa, professeur de littérature, nous avons traité de Michael Jordan et notamment de la narration du sport, d'un point de vue des récits, d'un point de vue des histoires, le fameux voyage du héros et plein d'autres thèmes que l'on a abordés dans ce deuxième numéro. Et donc aujourd'hui, conclusion de la trilogie, avec donc le troisième et dernier numéro. Aujourd'hui, c'est plutôt une thématique d'histoire. Histoire, non pas la petite histoire, le récit, ça on l'a déjà fait dans le numéro 2, mais l'histoire cette fois avec un H majuscule, l'histoire dans le sens de l'étude scientifique des faits passés, la grande histoire avec un grand H que vous apprenez au collège et au lycée notamment, et pour certains, pour plus tard évidemment, plus sérieusement sur des études supérieures. Et notamment, nous allons traiter donc d'histoire et notre rapport à l'histoire avec un exemple très concret aujourd'hui qui est le documentaire The Last Dance. Le très fameux The Last Dance que vous avez probablement vu, qui a fait un carton pendant le confinement. Et donc, avec notre invité du jour, nous allons parler de ce documentaire, The Last Dance, d'un point de vue historique, et ça nous permettra aussi d'ouvrir sur des thématiques un peu plus grandes. À propos de l'histoire, des mémoires et de cette thématique. Et donc, aujourd'hui, notre invité du jour, vous le connaissez également, c'est quelqu'un qui a la chance de présenter une double casquette de très grand connaisseur de NBA et très grand fan d'histoire, justement. Aujourd'hui, on reçoit sur le podcast Antoine Tartrou, un grand habitué, bien entendu. Antoine qui n'est pas prof d'histoire dans la vraie vie, lui, pour le coup, contrairement à Rafa, mais qui est un grand amateur d'histoire, et qui surtout donc a cette double casquette d'avoir énormément étudié Michael Jordan, notamment, d'une part, et d'autre part, également donc d'être un grand féru d'histoire. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, troisième numéro de notre trilogie Michael Jordan avec The Last Dance, le documentaire, et l'histoire. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour, encore une fois, notre saga de crossover avec aujourd'hui du basket et notre trilogie sur Michael Jordan avec le dernier épisode d'aujourd'hui. Et pour ça, on reçoit Antoine Tartrou. Comment ça va, Antoine ? Ça va. Je sais pas dans quel ordre tu vas publier les choses et tout, mais je sais que maintenant que je viens, il y a la saga Travaux qui est en cours. C'est pareil Oui. du Cross-Summer. Et voilà, et du coup, tu vois, sans que tu me poses la question, je dis qu'aujourd'hui, je suis dans le ponçage. Donc, tu m'aurais vu il y a 1 heure, j'étais tout blanc, tout vieux, tu sais, comme les trucs d'IA maintenant qui te font comment vous serez dans 30 ans. C'était comme ça que je suis et la douche fait du bien. Et du coup, ça va. Content de ma journée, de ma productivité. Donc voilà, et toi, ça va ? Ça va, mais du coup, tu as abandonné ton marteau-piqueur alors. Sally, c'est la fin de cet arc-là. J'aimerais dire qu'il est derrière moi maintenant. Ouais. J'espère qu'il ne réapparaîtra pas.
C'est pas qu'il me hante, mais j'espère qu'il est dans un placard maintenant et qu'on aura pu à s'associer ensemble. Alors, Antoine Tartrou, évidemment, que vous connaissez, de l'Écho des Parquets, de Basket Info. Antoine, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui vas te dire, c'est à toi de justifier ça. Non, mais c'est incroyable, on est sur une saga de crossover avec des guests totalement autres, et t'arrives à te glisser là-dedans, encore une fois, c'est assez prodigieux. J'avoue que même Nico, je crois, n'a pas réussi à le faire. Non, cette fois Nico il est pas arrivé, mais Nico il est encore en vacances pour l'instant, mais non, alors donc on est dans notre saga de crossover et en particulier notre mini trilogie dans la saga, ça c'est très fort, une série dans la série. Donc je voulais parler un peu de Michael Jordan, on l'a déjà fait une première fois avec Thibaut Leplat, philosophe, sur le thème des héros et en fait des figures sportives qui prennent un peu ce côté héros, mythe, mythologie des temps modernes, etc. C'était le premier numéro. On a parlé aussi d'un point de vue de la littérature avec Rafa, qui est agrégé en lettres, Rafa que vous connaissez aussi, donc un peu ce côté narration, l'importance du récit, la nostalgie et plein d'autres thèmes un peu littérature, le mythe de Campbell bien sûr, je crois que tu es un peu d'accord avec ça sur Michael Jordan, et puis donc troisième numéro aujourd'hui, donc sur en particulier The Last Dance, ça va être un peu notre point de départ ou même le point principal, et plutôt avec un angle cette fois historique, puisque si je ne dis pas de bêtises, tu es toi-même un peu amateur d'histoire. J'ai peur, je crois que t'allais dire, tu vois, après agrégé, philosophe, toi qui es historien. Non, je suis pas historien, mais j'avoue que c'est un domaine que j'aime beaucoup dans le basket, mais bien évidemment en dehors du basket. Ça fait quelques années que je m'intéresse à ça. C'est très intéressant, mais très complexe. Mais comme j'aime les choses complexes, c'est ce qui me les rend aussi intéressantes, donc ça va de pair. Mais pas que l'histoire du basket, hein, même l'histoire en général et d'autres trucs de la vraie vie que nous on touche pas. Toi tu t'y intéresses. Oui, en ce moment je suis en train de lire un livre sur la guerre de sécession. Il y a pas longtemps j'étais sur l'histoire des Mongols. Voilà, ouais. Ça va un peu dans tous les sens, quoi. Ouais, et tu postes des vidéos de certains youtubeurs histoires que je ne connaissais pas, mais c'est très bien. mais oui, donc on est dans ce troisième numéro de notre trilogie de Jordan où on ne parle pas du joueur en lui-même, on ne parle pas du sportif, contrairement à d'habitude. C'est pour ça qu'on est dans notre crossover, hein, on parle de sujets un peu différents. C'est plutôt le rapport à Michael Jordan, et donc aujourd'hui, on va le faire notamment avec cette partie documentaire, cette partie historique, tu vas pouvoir nous aider. Et donc ce qu'on peut faire, c'est dans un premier temps, si ça te va, on peut parler d'un thread que tu as fait à l'époque de The Last Dance, qui est sorti, donc le méga documentaire sur Michael Jordan qui est sorti pendant le Covid, la publication avait été accélérée à cause du Covid, mais on avait eu ce documentaire donc en printemps 2020, du coup, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc on peut commencer par ça, et puis après, si on a des thèmes plus généraux aussi à aborder sur les documentaires, sur le côté historique, mémoire, etc., on les abordera. Si ce programme te va, on peut commencer directement donc avec ton thread, voilà, j'ai retrouvé, qui date du 23 mai 2020. Et donc tu attaques d'entrée, hein, si je peux lire ton premier tweet, et tu vas nous éclairer. Tu nous dis: The Last Dance est au documentaire sportif ce que Secret d'Histoire est au documentaire historique. D'apparence c'est dynamique, c'est engageant, grand public. Dans le fond, c'est plus une mauvaise fiction historique qu'un documentaire. Je te lance direct, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai été vache avec Secret d'Histoire, rétrospectivement. Parce que je vais pas prétendre que Secret d'Histoire fait dans la fiction historique. Du coup, je suis beaucoup plus dur avec The Last Dance. Ma première grande critique quand j'avais vu The Last Dance, c'est que il y a vraiment, on va dire, très peu d'angles qui sont développés, et ça me rappelait Secret d'Histoire. Au Secret d'Histoire, quand Stephen Byrne va s'intéresser à un personnage historique, on va avoir une grosse concentration sur les anecdotes, un peu ce qui faisait la vie de ce grand homme. Pas mal de biais d'ailleurs autour de la théorie un peu des grands hommes, où ça serait des figures, des grandes figures qui auraient façonné l'histoire, les grands événements, et qui feraient que, voilà, si ces événements se sont déroulés ainsi, c'est parce que il y a eu Louis XIV, Napoléon, et de la même manière qu'il y avait Michael Jordan. Mais tout ça aussi avec plein de petites anecdotes croustillantes qui rendraient la chose plus intéressante, plus divertissante, tout en occultant finalement. Je sais pas si je dois commencer à faire la liste des angles, mais les angles socioculturels, les angles politiques,
tout ce qui va vraiment se concentrer sur l'environnement même de la personne. Et du coup, quand je dis ça, c'est aussi ce qui va à l'encontre de cette théorie du récit par les grands hommes, mais au contraire que voilà, ils sont autant finalement acteurs que sujets. Et ce qu'on appelle aussi, je crois que c'est ce qu'on appelle en histoire, mais on doit l'appeler aussi dans le domaine de l'agentivité, quoi, la capacité de quelqu'un à pouvoir finalement agir sur son environnement. C'est des choses qui, dans le secret d'histoire, que vous aurez assez peu. Et je trouve en fait que ça empêche régulièrement à la compréhension complète du sujet. Alors bon, elle sera jamais, il y aura jamais une vue complète parce que je pense que les personnes qui s'intéressent un peu à l'histoire savent que c'est une science qui est vraiment très complexe. Mais c'est un peu le reproche que j'avais à faire à Secret d'Histoire. Et on retrouve dans The Last Dance, où pour moi c'était vraiment une série qui se focalisait sur les exploits de Michael Jordan. Et alors ça serait faux de dire qu'il y a que les exploits, il y a quelques petites ouvertures qui sont faites au niveau de ses parents, de son frère au tout début, puis à un moment vite fait sur ses coéquipiers, vite fait sur son engagement politique. Mais on parle en fait de quelques minutes sur quand même un documentaire qui était quand même en 10 parties, 10 épisodes qui faisaient pas 1 heure, qui faisaient un peu moins, mais bref, sur vraiment un temps conséquent. Et je trouvais que ça faisait à la fin, quand on se posait à la fin du documentaire, ça donnait un peu une sensation de trou béant, quoi. Et là, en plus, où j'irais plus loin que dans Secret d'Histoire, c'est qu'il y a vraiment, alors ça se trouve, c'est aussi quand dans Secret d'Histoire, mais je suis pas assez spécialiste des sujets abordés. Spécialiste, je m'y connais pas assez. Là où, peut-être parce que je m'y connais plus, mais sur Michael Jordan, il y avait certains points qu'on fait un peu grincer des dents, ou aller jusqu'à la fiction sur les 10 parties, ça serait peut-être, et c'est là où j'ai peut-être un petit peu exagéré, mais il y a des choses, on va dire, qui sont nettement critiquables ou qui sont vraiment données d'un certain point de vue, quoi. Oui, et je crois que le parallèle que tu faisais aussi, c'était peut-être sur le côté à quel point est-ce que parfois on nous le vend ou on le prend, ce genre de choses comme un peu de la matière historique au premier degré, si je peux le formuler ainsi, alors qu'on va le voir que ça, c'est un peu plus à nuancer. Et puis, il y avait aussi une autre critique que tu faisais, c'était et ça je m'en souviens à l'époque, ESPN, c'est ESPN qui l'a produit, si je ne dis pas de bêtises. C'était retransmis sur ESPN, mais je pense pas que c'était ESPN qui produisait. Mais en tout cas, ça faisait pas mal de temps qu'on nous le teasait, ce truc, en disant, bon, il y a des images totalement inédites de cette fameuse The Last Dance de la toute dernière année. Et c'est vrai que de ce côté-là aussi, une des critiques qu'on pouvait faire à ce documentaire, c'était que c'était marketé comme, vous allez voir, vous allez découvrir plein de nouveaux trucs, et qu'au final, ça a été un peu tout de même les mêmes redites qu'on connaît par cœur, et même nous, même toi et moi, qui n'avons pas connu ça en direct, c'est des histoires finalement qu'on connaissait par cœur déjà, toutes les légendes de les années 90, telle série face à Phoenix, telle série face à Utah. Il y a finalement beaucoup de redites et assez peu, un peu tromperie sur la marchandise d'inédit, si je peux le formuler comme ça. L'inédit, c'était certaines images qui n'avaient pas été vues avant. C'était une qualité d'image aussi qui n'avait pas encore été montrée au grand public. Et après, il faut pas non plus gommer tout le travail de requête, de témoignages. Ouais. L'assemblage de tous les témoignages qui ont été faits. Je sais plus combien de personnes ont été interviewées pour le documentaire. Je suis sûr que c'est au-dessus de la centaine. Je sais plus si c'est 109, 150. Je me rappelle avoir vu passer le chiffre, mais je l'ai plus en tête. Mais vraiment un nombre important. Et là-dessus, on va dire, en effet, il y a tout un travail qui a été réalisé. Et c'est vrai que ça devait être de l'inédit sur les coulisses. Et personnellement, j'ai regardé The Last Dance et je m'y attendais un petit peu. Mais en tout cas, moi, j'ai le sentiment de rien apprendre, quoi. T'as le sentiment qu'on te redonnait encore la même soupe qu'on connaissait finalement déjà bien par cœur depuis pas mal d'années, quoi. Je sais que, je sais pas si t'es dans la même position que moi, et les personnes qui nous écoutent sont dans la même position, mais je trouve que quand on débarque et on commence à suivre la NBA, notamment sur Internet, et peut-être, moi c'est vrai que c'était surtout avec Internet, mais les sites Internet, notamment français,
qui, par exemple, vous pouvez citer Basket USA, Basket Info aussi d'ailleurs. Oui. Il y avait ce côté où il y avait les dates anniversaires. Et on retrouve chaque année, alors là, c'est les 25 ans du Flu Game, là, c'est les 40 ans de Magic Johnson, qui était pivot en finale lors du match 5-6 des finales 1980. Et en fait, ce qui fait qu'au fur et à mesure de l'année, un peu comme des marronniers, on va retrouver, on va dire, ces contenus où, allez, on peut dire la même chose, on change juste le nombre d'années et on va retrouver l'événement. On entretient un peu la mythologie avec les dates clés, en fait, tous les ans. Oui, ça finit par entretenir la mythologie parce qu'on va retenir tel événement plutôt qu'un autre. Oui. Après aussi, c'est souvent des événements, voilà, qui ont eu lieu. Mais ce qui fait que là, par exemple, sur Michael Jordan, j'ai l'impression qu'on a fait un peu une liste à la Prévert de tous les grands moments un peu de Michael Jordan, et on les a cochés, tous les grands moments sportifs, on les a cochés un par un. Alors certes, il y en a qui sont, voilà, entre le fameux match 6 à Utah lors des finales 1998, et d'autre côté, des choses qui vont quand même rester un peu plus confidentielles. Il y avait quand même, voilà, je dis pas que c'était juste le top 10 des plus grands exploits de Michael Jordan, mais bon, si vous suivez la NBA depuis quelques années et en suivant justement un peu à chaque fois ces marronniers qu'on retrouve au fur et à mesure chaque saison, vous aviez à peu près tout le contenu de The Last Dance, quoi. Certes, derrière c'est bien brodé, la réalisation est très dynamique, les images sont d'excellente qualité, mais même dans les témoignages, il y avait ce sentiment j'ai pas l'impression que les témoignages dans The Last Dance c'était extraordinaire, ou c'était un peu des redites de choses. C'est pas comme si on avait vu il y a pas eu beaucoup de personnes qui ont donné des opinions qui paraissaient tiens, j'ai jamais entendu ce joueur-là dire ça sur Michael Jordan, ou ainsi de suite. Non, on restait dans une certaine trame où pour ceux qui suivent vraiment la NBA de près, qui s'intéressent un peu à l'histoire et qui connaissent l'histoire globalement de Michael Jordan, il y avait pas grand chose de nouveau qui était divulgué, si ce n'est quand même aussi quelque chose, une nouvelle nuance à apporter, c'était la présence de Michael Jordan. Oui, c'est ça qui est inédit, ouais. Et du coup, un retour sur certaines choses parce que Michael Jordan est, malgré sa stature, quelqu'un qui, si on parle de sa propre parole, et on va dire notamment plus une parole télévisée, quoi, ça reste des choses qui sont devenues quand même assez rares. Et c'était d'ailleurs peut-être même le plus gros avantage de la Dance, c'était parce que pour moi, il spoil un peu la suite, mais pour moi c'était un peu une autobiographie cachée, ouais. Et c'était l'occasion aussi d'avoir le point de vue de Michael Jordan sur ses propres exploits une trentaine d'années après, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, et je crois qu'on en avait parlé avec Thibaut d'ailleurs, les grands sportifs et les grands exploits sportifs sont un peu notre mythologie temps moderne, mais il y a aussi un côté, ça représente aussi un code, tu sais, un certain langage, et quand tu commences à apprendre le foot, tu apprends les codes, et donc tu apprends qui était Maradona, tu apprends qui étaient les grands joueurs, Platini, Pelé, etc. Tu commences un peu à te familiariser avec ça. Je trouve qu'il y a un peu pareil avec la NBA, où effectivement, dès que tu commences un peu à t'y intéresser, on t'apprend tout de suite un peu ce côté, forcément, ça a été un des ou le meilleur joueur de l'histoire, on te raconte toute l'histoire, donc c'est évidemment pas un mal, ce thème de la transmission d'ailleurs qu'on avait abordé avec Thibaut, de ces histoires qu'on transmet de génération en génération, et avec en plus la transmission orale, enfin bref, c'est pas des vieux écrits qu'il faut aller chercher, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien qu'il y ait ça, qu'il y ait ce socle commun, en fait, ça on pourra en parler aussi, c'est un socle commun à tous les fans de basket, connaissent l'histoire de la ligue, et en particulier les exploits du plus grand joueur de tous les temps avec Michael Jordan. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu ce que tu dis, c'est que ça n'est pas aller plus loin que ce socle commun et ces bases primaires, entre guillemets, que tout le monde connaît à peu près. Et tu sais, je sais pas si tu l'avais lu, je crois que non, tu m'avais dit la dernière fois, mais ça m'avait fait un peu pareil avec le livre de Lazenby, Roland Lazenby, de Michael Jordan, The Life. Et au final, The Life, là encore, il va y avoir un petit côté fausse promesse, parce que au tout début, ça commence plutôt pas mal. Il décrit pas mal de choses qu'on connaît pas. Ça remonte même au grand-père de Michael Jordan, qui, à l'époque, très très pauvre, au début du 19e siècle, etc.
Mais finalement, l'intégralité du livre, c'est encore une fois redonner et réexpliquer très basiquement. Bon, ben là, en 93, il y a Phoenix en finale, et du coup, match 1, il fait ça, match 2, il fait ça. Et là encore, avec The Life, moi, pour pas taper, entre guillemets, taper que sur The Last Dance, mais même phénomène, je trouve, avec The Life, cette énorme autobiographie qui a un peu ce côté promesse non. Pas de l'inédit, quoi. Il y a pas ce sentiment vraiment d'exclusivité derrière, quoi. Et c'est vrai que, comme tu dis, hein, bon, en soi, pourquoi pas, mais il y avait eu un côté marketing avant où c'est ce qu'on nous avait un petit peu vendu. Et bon, voilà, après, on est sur un sujet aussi, Michael Jordan, qui a été un peu décortiqué dans tous les sens. Compliqué de faire de l'inédit, mais il y avait aussi, je sais qu'un peu sur le côté, si on continue sur le côté par rapport à ce qui était vendu, il y avait aussi beaucoup de monde s'attendait à ce que ça soit extrêmement concentré sur la saison 97-98, la fameuse dernière saison de Michael Jordan aux Bulls, le dernier titre du second sweep-it. Et au final, ça servait plutôt de fil rouge, mais vraiment un fil rouge assez ténu, quoi. Parce que je sais que voilà, beaucoup de personnes s'attendaient à voir beaucoup plus de contenu sur cette saison-là que ce qu'on a pu en voir sur l'ensemble des épisodes. Bah, ça s'appelle The Last Dance quand même. Bah, oui, c'est vrai, et que je sais pas quelle est un peu la proportion entre le contenu précédent cette saison-là et la saison en question. Mais je sais qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient déçues, en tout cas de ce ratio-là, quoi. Oui. Et voilà, c'est vrai qu'on peut dire, bon, ils ont un peu fait dans la facilité en prenant les grands angles historiques plutôt que de passer vraiment beaucoup de contenu sur cette saison-là en disant, bon, forcément, quand on se concentre sur une fenêtre temporelle plus réduite et qu'on garde, on va dire, à peu près le même temps d'émission, on peut penser qu'on peut aller beaucoup plus dans le détail et voir des choses ou entendre des choses qui, même, on va dire, pour les gros fans de NBA, ne sont pas forcément connus, quoi. Oui. Après, je voudrais aussi faire une dernière parenthèse par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, notamment un peu les grandes dates des exploits de Michael Jordan. Je retrouve aussi un peu en histoire cette volonté de mettre un cadre au début qui peut paraître un peu rébarbatif, un peu casse-pied, mais ça permet de faire un cadre pour après aller plus loin au fur et à mesure, quoi. Voilà, hein, c'est vrai qu'au début, quand on commence à prendre l'histoire, on a l'impression, c'est peut-être le biais du passé, et qu'on sera, comme c'est ce que tout le monde dit, c'est ce dont on se souvient. Mais voilà, quand on est dans les premiers échelons scolaires, ça va être un peu les grandes dates, et qui sert en fait ensuite, voilà, pour moi, à poser un cadre sur lequel on va pouvoir développer et rentrer en profondeur ensuite, quoi. Oui, tu veux dire au collège, tu passes pas 4 ans à étudier la Révolution française entre 91 et 93. Tu passes 4 ans à étudier la grande fresque globale, on va dire, quoi. Même, voilà. On va grosso modo à des moments te demander, je sais pas, la date précise de la bataille de Poitiers, de Charles Martel qui repoussait Sarrazin. Mais au final, est-ce que tu connais beaucoup de choses de cette date-là, de ce qu'il représente et tout derrière? Non. Pourtant, on te demande un peu de l'apprendre quand même pour te donner, pour moi, on va dire, ce genre de socle. Alors qu'il n'y avait même pas le futuroscope à l'époque, en plus. Ah, je t'ai eu, là, Mais est-ce que le futuroscope est à défendre? Grande question. Mais il y a ce côté, voilà, comme tu dis, quand tu commences à découvrir la NBA, à t'intéresser un peu, voilà, on va te donner un peu les grandes dates, vraiment les faits importants, et ce qui, voilà, va servir en fait de base commune. On pourrait presque dire de roman national, pour rester dans le domaine de l'histoire, de récit national sur les grands événements fondateurs de la NBA et de son histoire. Voilà, on retrouve là le parallèle. Pour moi, il est assez évident, mais on en revient à un côté un peu dommage en disant oui, mais au final, The Last Dance, c'était à peu près ça, mais avec des images cool et super, quoi. Mais c'est là où c'est peut-être décevant pour nous qui peut-être attendions plus. C'est décevant par rapport au marketing qui en avait été fait. Vous allez voir un méga documentaire sur la dernière saison, plein de nouveautés. C'est décevant de ce point de vue-là, mais du coup, ça permet aussi d'enchaîner sur un autre tweet de ton thread. Je pense que c'est pour beaucoup qui, par exemple, ne connaissent pas cette histoire-là, il y avait aussi une motivation, peut-être tu me contredis, mais une motivation de Jordan lui-même qui, en fait,
pose et qui raconte lui-même cette mythologie et sa mythologie. Parce qu'avant ça, tu vois, il y avait plein de documentaires qui ont été faits au fil des années, même à l'époque pendant qu'il jouait, etc. On le lit à droite à gauche. Il y a des trucs sur YouTube, il y a des voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté décevant pour nous qui attendions plus, mais en même temps pour la majorité qui va découvrir à travers ça, ça va être bien et surtout ça va être raconté par Michael Jordan. Et c'est aussi ça un peu c'est quand même une nuance assez notable que ça soit lui qui raconte. Et dans ton thread, tu reprends un article de Michael Weinreb, si je dis pas de bêtises, qui dit en fait voilà, c'est le Michael Jordan movie quoi. Oui, et ce qui est dommage en fait, c'est là où c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on n'est pas très loin de l'autobiographie. Alors, les producteurs du documentaire diront oui, mais on n'a jamais demandé à Michael Jordan le contenu, ce qu'il voulait, etc. Ce qu'on devait mettre. Il nous a jamais dit qu'on ne pouvait pas parler de ça ou de ça. Donc non, arrêtez de faire ce procès en disant soit c'est une autobiographie, soit c'est une hagiographie. La géographie, c'est, si je dis pas de bêtises, historiquement, c'était les récits des saints. Quand quelqu'un est sanctifié, on faisait le récit de sa vie et forcément on prenait que ce qui est positif et du coup c'est resté en fait, le terme est resté pour dire des œuvres qui vont dépeindre quelqu'un de manière extrêmement positive. Ouais. Et je sais qu'ils sont un peu défendus des deux côtés et bon, malgré tout quand on creuse un petit peu plus loin, on voit en fait que les producteurs sont soit des dépendants, soit des associés de Michael Jordan, quoi. Donc, je veux dire déjà, il y a des liens de connivence qui ne sont même pas en fait, qui sont assez faciles à trouver, qui n'ont même pas en fait grand-chose de secret. Et je trouve que déjà, la moindre des choses, ça aurait été de le préciser à un moment quand même dans l'œuvre. Je sais pas, mais quand Le Monde rédige un article, et si c'est un article qui parle de Xavier Niel, ils vont spécifier que, alors je sais même plus s'il est encore à la tête du Monde, mais bref, s'il l'est, ils vont dire on va parler de ça, mais à la fin on précise oui, mais en fait, pour information, Xavier Niel détient Le Monde, quoi. Ça permet au moins de recentrer, on va dire, qui parle, quoi. Et je trouve dommage, parce que surtout quand on connaît pas le basket, c'est pas le genre de choses qu'on va voir passer dans son fil d'infos. Ah oui, en fait, les producteurs de The Last Dance sont des associés de Michael Jordan. Ça, pour moi, déjà, c'est quand même dommage de ne pas le dire. Après, malgré tout, on pourrait quasiment dire qu'il y a un côté trivial, mais là aussi, il faut peut-être connaître l'homme et le milieu. C'est que si vous avez Michael Jordan qui arrive en interview et qui va autant parler, il y a des chances que en fait vous ayez un récit sous la forme du discours de Michael Jordan. Oui, il le fait parce qu'il pense qu'il va pas être, il va pouvoir contrôler un peu ce qui se dit, quoi. Sans même qu'il va, on va dire contrôler au sens, pas contrôler au sens omnipotent, quoi. Contrôler dans le sens, ça va être ma parole qui va peser le plus lourd. Et après, ça, quand en plus on regarde la production, il y a peu de voix discordantes en fait dans l'ensemble de ce documentaire. Oui, c'est un de tes regrets, c'est de dire qu'il y a peu de contradictions sur à peu près tout le parcours, quoi. Exactement, il y a peu de contradictions, alors que à des moments, c'est pas pour dire que c'est la version de Michael Jordan comme telle. Il y a un certain nombre de moments où il pourrait y avoir une contradiction assez claire qui pourrait apparaître. Et bon, je comprends que l'idée d'un documentaire, c'est pas non plus d'aller essayer de nuancer tous les propos, parce que il y a une durée qui est importante et il y a un moment, je comprends qu'il faudrait quand même garder un côté divertissant, mais malgré tout, voilà, c'est une question de degré. Et pour moi, le degré, il est clairement pas respecté, quoi. Oui, dans le thread, tu parles tu dis que la carrière de Jordan est quand même assez extraordinaire en elle-même pour qu'il n'y ait pas besoin d'en rajouter. Et pourtant, il y a l'impression qu'ils en rajoutent parfois. Ils mettent la brosse à reluire partout, comme tu dis, mais surtout, il y a des trucs du genre l'affaire Isaiah Thomas, par exemple, où il n'y a pas trop de contradictions qui est abordée, ou le load management de 1986, je sais même pas à quoi tu fais référence, mais il y a des points comme ça qui auraient pu mériter un peu plus de contradictions et d'opposition, on va dire, au récit commun ou au récit de Jordan, là où il voulait qu'il aille, quoi, en sens. Exactement. Mais en soi, en fait, ça aurait été présenté un peu sous la forme
d'une autobiographie, on va dire, avec la façon où il y a un ghostwriter en réalité qui écrit. Mais bon, c'est le contenu reste quand même toujours plus ou moins dicté par vous. Et sans même que, voilà, je veux clairement pas dire, bah non, c'était vraiment une autobiographie parce que c'est Michael Jordan qui contrôlait tout derrière. Non, mais même sans ça, voilà, que ça soit par l'absence de contradiction, que le temps de parole quand même aussi de donner à Jordan. Et on a même envie un peu aussi d'aller plus loin. C'est quand on connaît un petit peu le bonhomme, le choix des angles qui sont faits te font dire que bon, voilà, s'ils ont décidé juste de donner 2 minutes sur l'angle politique, notamment avec, je sais plus comment ça s'appelle l'affaire, mais où il y a des élections qui ont lieu en Caroline du Nord et assez importantes et où Michael Jordan décide volontairement de ne pas se placer. Et je crois que Jordan, je sais pas si c'est à l'époque aussi dans The Last Dance où il finit par dire voilà, moi je suis pas un activiste, je suis juste un joueur de basketball. Bon, quand le joueur a dit ça, qu'en fait qu'on y passe très peu de temps, c'est pas vraiment une surprise quoi. Ça veut dire que ça correspond le temps qui est accordé au sujet correspond à vrai dire au temps que Jordan, le sujet lui-même, veut y consacrer dans toutes les sorties qu'il a pu faire dans l'ensemble de sa carrière. Donc quand on connaît le bonhomme, en plus on voit une concordance jusque dans les sujets qui véritablement sont développés. Si, comme je dis, on fait la liste à la Prévert de tous les exploits et en plus parfois en se concentrant vraiment avec cette idée de montrer que Jordan, c'est ce compétiteur ultime, quitte à ce que, et ça Jordan s'en est jamais vraiment caché, hein, à avoir un peu les mauvais côtés, en plus cet ultra compétiteur qu'il était, est-ce que ça correspond pas avant The Last Dance à l'image que Jordan, dans toutes ses déclarations, dans toutes ses sorties, ou absence de sortie, en réalité, il y a pas grand chose d'autre que il suffit de voir son discours Hall of Fame. Le discours Hall of Fame de Jordan, c'est un discours où il se rappelle justement de toutes ses rivalités et de montrer que voilà, non, il a gagné, il a battu un tel qui avait osé lui dire quelque chose et qui l'a vraiment mis plus bas que terre. C'est ce qu'on retrouve en fait en termes de contenu dans les déclarations de Michael Jordan et c'est exactement ce à quoi correspond The Last Dance. Donc. Des discours qui étaient mal passés, je pense pas aller jusque-là sur le discours du Hall of Fame, mais que effectivement certaines personnes à l'époque avaient dit c'est pas top ou t'as l'impression qu'il s'accroche encore à un truc alors que c'est derrière quoi. Maintenant le Hall of Fame c'est plutôt pour célébrer la fin une carrière entière et tout et effectivement il y avait ce côté vous vous rappelez j'ai battu tout le monde. C'est ça. Et en fait The Last Dance d'une certaine manière c'est à peu près ça quoi. Donc voilà, c'est là où pour moi il y a vraiment ce côté autobiographie et comme tu dis pour tous ceux qui ne connaissaient pas le sujet et n'ont pas le contexte de The Last Dance et tout, bon pour moi on peut le deviner sans même avoir tous ces éléments, mais quand même pour moi pour la forme ça aurait été je trouve que ça aurait été important de spécifier que les producteurs sont quand même d'un point de vue économique des associés de Michael Jordan. Je trouve que ça aurait été le minimum et ça aurait permis un peu plus de contextualiser le contenu, quoi. Mais après, c'est aussi très, très lié au personnage. C'est-à-dire que, tu vois, pour lui, effectivement, célébrer sa carrière au Hall of Fame, en tant que compétiteur, ça passe par se comparer aux autres. Et là, c'est pareil avec The Last Dance. J'ai l'impression, en tant que méga compétiteur, ultra compétiteur, comme il se vend, mais comme il l'est, en fait, il y a toujours... lui n'existe que par la rivalité qu'il a eue avec les autres et avec les rivalités qu'il a gagnées aussi. Donc, en un sens, ça se comprend, mais ce qui est marrant aussi, c'est l'anecdote du... voilà, c'est pas un documentaire en soi neutre, entre guillemets, je sais pas si ça existe, on pourra en débattre, mais c'est le Michael Jordan Movie, mais il y a l'anecdote aussi du... quand est-ce qu'il décide de déclencher ce documentaire et quand est-ce qu'il donne son aval, ça aussi, c'est assez marrant, quoi. Tu veux dire par rapport à LeBron James ? Ouais, c'est ça. Oui, ça j'avoue, je sais pas. Bon,
C'est vrai que Jordan étant un tel, il y a un côté, j'aime pas utiliser des termes qui sont de l'ordre de la psychiatrie, euh, mais il y a un côté où on sent qu'il y a une certaine manie en fait, quoi, et que du coup, ça serait pas, voilà, comme on dit, hein, c'est quelqu'un qui, même au Hall of Fame, là au moment où c'est le moment de célébrer votre carrière, vos coéquipiers, tous ceux qui ont pu vous aider et vos grands moments, et que Remercier les coachs, les... Ah ouais. et que non, Michael Jordan décide d'en continuer pour faire des tirs à Bayern Russell et compagnie. Bon, mais est-ce que oui, ça, au moment où LeBron James est à son zénith, le sortir, je sais pas. Il faut, bon, la carte de LeBron James c'est tellement longue que si vous devez attendre qu'elle soit finie complètement pour sortir un documentaire, ça, ça va peut-être prendre longtemps, mais bon, je comprends qu'on peut avoir des doutes aussi. Ouais. Alors non, l'anecdote, pardon, on l'a pas précisé, c'est que apparemment ESPN ou je sais plus qui, mais je crois que Bill Simmons en parlait, donc c'est peut-être ESPN. En tout cas, ces images existaient, ces fameuses images en inside depuis pas mal de temps, mais il a donné son aval pour OK, on fait le documentaire. Quand il y a eu la parade et en fait quand Cleveland a gagné le titre en 2016. Donc ça aussi, ça révèle aussi pas mal de choses du personnage, quoi. C'est Michael Jordan qu'on connaît. Et puis alors il y avait d'autres choses aussi. Tu disais The Last Dance, c'est aussi un exemple parfait de ce qu'il ne va pas dans la presse sportive, c'est un certain besoin de mystifier pour vendre. Et notamment, c'est ce que fait ESPN. C'est vrai que ça aussi, on retrouve ce côté enjolivé et peut-être un peu s'éloigner de la vérité, du coup, forcément pour se mystifier, parce que ça vend un peu plus de vendre ces grandes figures et ces grandes légendes, en fait. Exactement ce qu'on disait, je râlais par rapport aux producteurs et au côté autobiographique, mais forcément ESPN qui a montré le contenu a sa part de responsabilité là-dedans aussi. Mais il y a un problème fondamental avec ESPN, c'est que c'est sans doute aujourd'hui parmi parmi les entreprises qui ont sans doute le plus de journalistes à couvrir la NBA, mais en même temps, c'est aussi l'entreprise qui diffuse la NBA. Donc, il y a un conflit d'intérêts qui est toujours là et qui est toujours latent. Et c'est vrai qu'on a une presse sportive mais alors après, il y a peut-être même pas besoin d'avoir des conflits d'intérêts pour ça, mais pour continuer d'avoir ses entrées et tout, pour typiquement pour avoir Michael Jordan et pour pouvoir parler à Michael Jordan, il faut arriver avec des angles sans doute positifs, laisser un certain contrôle, qu'il soit direct ou indirect, sur ce qui sera dit, sur avoir l'absence de contradiction. Et j'irais même un petit peu plus loin, c'est que il y a cette volonté aussi de vendre son contenu, de le promouvoir, quitte à exagérer ou à avoir, on va dire, peu de nuances en prétendant ce que va être le documentaire. Mais après voilà, il y a aussi ce côté de mettre en avant, quitte aller dans l'exagération, dans l'hyperbole sur certains événements, parce que c'est ce qui va vous aider à diffuser en réalité vos prochains matchs. C'est ce qui va aider, sans même pas diffuser le prochain match, il y a des chances que, typiquement, quelque chose comme l'affaire Donaghy, donc l'arbitre qui avait été pris dans les paris sportifs au milieu des années 2000, révélait quelque chose pour la presse elle-même, à quel point ça va pas, on va dire, dégoûter des gens de continuer à suivre la NBA. En diffusant ça, vous allez perdre en fait vos propres lecteurs derrière. Tu te tires une balle dans le pied si tu salis la NBA et donc tu fais t'éloigner tes propres fans, quoi. On sent qu'il y a toujours cet antagonisme qui est présent, qui est un petit peu latent. Ouais. Et je trouve que c'est typiquement, on va dire, le genre de choses qui font que
aujourd'hui, on n'arrive même plus à être surpris que fondamentalement, les documentaires tels qu'ils sont faits sont relativement peu faits dans les codes historiques. Je parle de la science, de l'histoire. Alors bon, après, il y a le côté où, de toute façon, les documentaires, faut qu'ils soient télévisés. Donc, s'ils sont télévisés, faut qu'il y ait un certain côté divertissant, un certain attrait. Là aussi, il y a toujours un certain conflit qui est dans le coin. Mais je trouve que dans le domaine de la presse sportive, c'est largement exagéré. Et que parce que vous avez l'impression, comme je disais, voilà, pour vendre votre contenu demain, il faut plutôt en parler de manière positive. Et bon, je me rends compte en disant ça que malgré tout, ça n'a pas empêché ESPN de mettre pendant je ne sais combien d'années Mark Jackson et Stan Van Gundy, Jeff Van Gundy, qui n'hésitaient pas à flinguer des fois le propre contenu qu'ils avaient devant eux, quoi. C'est vrai. Mais pour moi, voilà, il y a ce problème qui est toujours un petit peu là, mais je trouve qu'avec le temps, on a l'impression qu'il y a l'indépendance, elle a jamais été là, hein, soyons clairs. Hein, si vous suiviez la NBA du temps des années 90, Michael Jordan aimait beaucoup être interviewé par Ahmad Rashad, quoi. Oui. Et Ahmad Rashad, allait beaucoup en vacances avec Michael Jordan, quoi. ancien joueur de NFL, tu le savais ça ou pas? Je savais. Ancien joueur de NFL, ouais. Je peux pas te dire dans quelle équipe, je peux pas te dire à quel poste. Minnesota, receveur. D'accord. Donc voilà, l'indépendance, elle a jamais vraiment été là, mais j'ai l'impression que, alors bon, le domaine des médias avec les réseaux sociaux, les blogs, c'est vachement complexifié. Mais si on regarde, on va dire les médias traditionnels, je trouve qu'il y a un degré d'indépendance qui, de mon point de vue, alors c'est peut-être un peu glorifier un passé, avoir un peu des biais historiques, mais j'ai l'impression que cette indépendance, elle est de moins en moins là, et surtout dans le domaine des documentaires. Oui, et puis il y a un côté aussi où, bon, c'est peut-être le moins dérangeant avec Michael Jordan, parce que c'est vraiment un héros pour le coup, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire sur le plan sportif, etc. Mais si tu prends des documentaires sur un peu plein de joueurs ou de thèmes différents, il y a ce côté mystification du héros de l'histoire, en l'occurrence. Mais ce qui fait que, effectivement, il y a un peu ce côté où tu vas en rajouter un peu, où tu vas perdre un peu de la nuance. Et forcément, voilà, il y a aussi, est-ce que, comme tu dis, est-ce que ESPN, ils sont là pour vendre du rêve et vendre leurs produits? Ça reste une entité d'entertainment, ou est-ce qu'ils sont là pour avoir une approche journalistique? C'est vrai qu'on est plus sur le côté vendre de l'entertainment que cette approche journalistique vraiment sérieuse. Et il y a un peu des deux. Un peu des deux, bien sûr. Parce que l'investigation, elle existe toujours à ESPN. Ceux qui ont sorti les affaires sur serveurs et compagnie, c'était ESPN. Oui. Donc, faut pas voir les choses de manière binaire, tout noir ou tout blanc. Mais voilà, en fait, j'ai l'impression que c'est sur des trucs un peu plus innocents, un peu plus bêtes, mais voilà, je crois qu'on avait déjà discuté par exemple sur les trophées, mais cette idée que sur les trophées, c'est plutôt bien de récompenser la belle histoire que de chercher à savoir vraiment qui était le meilleur joueur, quoi. Et en fait, c'est plein de réflexes qui sont comme ça où, malgré tout, si vous voulez vendre votre contenu, il faut avoir une belle histoire, quitte à des fois mettre un peu de côté certains angles d'objectivité journalistique ou même historique, quoi. Après, comme tu dis, c'est pas non plus tout blanc, tout noir. Tu cites d'ailleurs l'exemple de O.J. Simpson, O.J. Made in America, qui était un documentaire où justement il y a un peu plus de ce genre de nuances. Même si, bon, je pense que taper sur O.J. Simpson, finalement, c'est un peu plus facile, quoi. Il y a pas, on va dire, il y a pas la même. C'est même politiquement correct maintenant. On va dire c'est facile de faire quelque chose de nuancé sur une figure qui est déjà extrêmement controversée, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, puis qui a pas fait pareil. Enfin, on parle pas de Michael Jordan, c'est juste qu'il a un gros ego, quoi. C'est pas pareil qu'O.J. Simpson avec ses histoires beaucoup plus sordides, effectivement. Mais non, mais alors une autre critique aussi que du coup tu as reçu un peu sur ce thread, ou alors tu y répondais par anticipation, c'est ce côté, finalement on te disait mais non, ça peut pas être une hagiographie parce qu'il y a quand même des côtés sombres qui sont mis sur le devant de la scène dans ce documentaire. Et ta réponse était aussi de dire pas tant que ça, quoi, finalement. En fait, tout dépend de l'angle hagiographique qu'on le voit, où en fait une hagiographie, donc faire, on va dire, quelque chose, un récit extrêmement positif. C'est positif vis-à-vis de quoi?
si l'idée c'est effectivement de The Last Dance, c'est dire que Michael Jordan est un saint, oui, je comprends qu'on parle pas de la géographie, mais on sent bien que la géographie d'un homme politique suivant les siècles, hein, ou suivant son parti politique, il y aura pas les mêmes choses qui vont être mises en avant et qui vont paraître positives derrière, quoi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà. Quand on regarde la carrière, l'historique des déclarations de Michael Jordan, c'est quelqu'un, ce qui transparaît, qui veut être vu comme étant le compétiteur absolu, le fameux terme, mais qui en réalité, quand on s'y intéresse un petit peu, est complètement ironique, celui de mal alpha. En réalité, les mal alpha chez Lou, ça n'existe pas, et la louve a beaucoup de a beaucoup de rôles, et il y a beaucoup de tribus. Bon bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais voilà, il veut paraître comme étant ce dominateur absolu, et du coup que ça passe, on va dire, par un certain traitement des coéquipiers. Je pense pas que c'est absolument pas en contradiction avec l'image que Michael Jordan veut laisser paraître de lui, et d'une certaine manière, le mythe, il était quasiment tombé assez rapidement avec la sortie du livre de Sam Smith, Jordan Rules, quoi. Ouais. Ça voilà, et je crois que c'est un livre qui doit sortir en 1992, si je dis pas de bêtises, donc... Oui, traduit par Lucas, d'ailleurs. Hein, traduit par Lucas. Jordan, la loi du plus fort, sorti en 2017 ou 2018, donc vous pouvez aller lire ça. Ouais, et du coup, pour moi, en fait, c'est The Last Dance se rentre absolument pas en contradiction avec l'idée que Michael Jordan se fait de lui-même, l'idée qu'il veut montrer. Et donc ce qu'on disait tout à l'heure, on continue en fait d'avoir un propos qui va exactement dans le sens dans lequel le sujet veut aller. Ouais, que presque ton reproche, c'est de dire, ok, il y a certaines zones d'ombre légèrement abordées, mais pas non plus totalement, ou pas, d'ailleurs, certaines principales qui sont pas complètement abordées. C'est un peu comme quand moi, sur Basket Lab, je fais les pourquoi j'avais tort. Faire genre, ah, vous avez vu, hein, je montre que j'ai tort, hein, je suis modeste et tout, mais en fait, mes pires takes, je reviens jamais dessus. Toi, tu critiques un peu ce côté, enfin, tu dis, il y a un peu un côté, ok, il y a certaines critiques un peu mises en avant, mais ça reste quand même assez incomplet par rapport à ce qu'on aurait pu voir, quoi. Oui, parce que des critiques sur l'ensemble de The Last Dance, ou dans les propos de Michael Jordan, il y en a plein, en fait. Alors, comme je disais, il n'y a pas besoin de tous les traiter, mais la réalité, en fait, c'est qu'il n'y en a absolument aucune de traitée, et les peu qui sont traités, en réalité, vont quand même dans le sens de Michael Jordan. Voilà, hein, la façon de traiter ses coéquipiers, c'est toujours pour montrer à quel point il est ce compétiteur absolu, et que c'est d'ailleurs l'un des sujets qui avait fait polémique dans The Last Dance. Ok, vous me critiquez, mais en fait, c'est pour ça que vous avez jamais rien gagné, quoi. Qu'est-ce que le joueur veut montrer? C'est que c'est à travers son niveau de compétition ultime, quitte à être complètement odieux avec ses coéquipiers, qu'il a réussi à faire que l'équipe allait de l'avant. Et bon, je trouve en plus que c'était assez marrant, parce que je trouve que c'est un discours au moment où il sortait qui déjà avait un peu vieilli, quoi. Où je trouve que on a suffisamment en fait d'exemples parmi les grandes figures victorieuses de la NBA dans leur comportement sur le terrain, dans leur comportement avec les coéquipiers, pour comprendre qu'il n'y a pas une méthode absolue qui est meilleure que les autres, quoi. Oui, d'ailleurs, celui qui domine la NBA depuis le The Last Dance, c'est pas trop ce modèle-là, hein, Jokic. Je sais pas que t'as voulu en dire, mais d'accord. Mais oui. Je pensais pas que t'avais parlé de LeBron James, mais je veux dire, sans même parler de Jokic, on parle de Curry, de LeBron James, de Magic Johnson, de Shaquille O'Neal, bref, de Tim Duncan, tout ce que vous voulez, quoi. Et même avant dans le passé, en fait, de Kareem Abdul-Jabbar, de Bill Russell. Jordan Poole. Faut jamais négliger le degré de compétition qu'ont tous ces joueurs, mais qui vont le retransmettre vis-à-vis du collectif, vis-à-vis de leur vie professionnelle, extra-professionnelle, dans les médias ou non, de manière très diverse. Et là, typiquement, quand Michael Jordan fait son fameux monologue là-dessus, l'épisode se termine et point. Et typiquement, ça aurait été un angle qui aurait été extrêmement intéressant à développer, parce que ce côté, cette façon, on va dire, d'agir sur le terrain et dans le sport co, bon, c'était pas nouveau avec Jordan,
On le retrouvait même avec certains coachs avant, et ça a fait des émules après. Mais justement, c'est quelque chose qui aurait pu être nuancé. Et encore une fois, non, l'épisode se termine là-dessus et il n'y a pas de nuance à avoir, quoi. Oui, qu'il y a aussi une lecture, comme tu dis, de certains événements sur lesquels ils pourraient être critiqués, ou finalement on les lit à travers un prisme, à travers le prisme de Jordan, le prisme d'une revanche, le prisme d'une évolution, et que du coup ça permet un peu de les relativiser. Mais c'est vrai que je ne sais pas si tu as beaucoup de choses encore à raconter sur The Last Dance, le documentaire en lui-même, mais il y a un peu ce côté où finalement le truc principal à retenir, c'est qu'on n'est pas tant sur un vrai documentaire sportif ou historique. En fait, on est plus sur un mémoire, en fait. Oui, on est là-dessus, et il y a comme je dis, il y a tous les témoignages qui sont là, mais je me rappelle quand j'ai commencé à suivre la NBA, c'était la grande époque, le zénith des mixmakers. Personne qui prenait les highlights, qui mettait de la musique dessus, et voilà, hein, c'était les débuts de la vidéo sur Internet, et tout le monde en consommait sur Internet, les regardait parce que oui, il y avait un côté hyper plaisant à voir, quoi. Surtout quand on est un peu jeune et qu'on commence à suivre avec de la bonne musique et tout, ça pète, quoi. Et je me rappelle que donc là où j'ai commencé à suivre le basket sur un certain forum, NBA Evolution et Basket Evolution, il y a quelqu'un qui s'était amusé à faire toute la carrière de Michael Jordan, mais sous forme de mix, quoi. Et on retrouvait le fameux shoot lors de la finale NCAA avec North Carolina, le passage contre les Bad Boys, contre les Knicks, les titres, le comeback en 1995, pour finir avec l'apothéose en 1998, en traitant même sa partie de carrière à Washington et tout. Tout ça en musique. Et je sais qu'après The Last Dance, j'avais fait la blague en disant, ouais, en fait, vous remplacez la musique par des témoignages et vous avez à peu près la même chose, quoi. Ouais. ce côté hagiographie, ce côté on vous montre tous les exploits dans l'ordre chronologique, un par un. The Last Dance by Maximilian 71. mais sans véritablement aborder ou très peu à la marge des angles qui vont en dehors un peu des highlights et des exploits, parce que on peut parler de tous les angles morts, mais vous avez fini The Last Dance. Est-ce que vous êtes capable de me dire vraiment sur le terrain quel joueur était Michael Jordan et comment jouaient les Bulls? Il y a un petit passage sur le triangle, et par exemple la défense, on ne sait pas comment défendre les Bulls. Alors c'était quand même très intéressant, une défense sur l'époque qui ne s'organisait pas autour d'un pivot et qui était autant dominante. Il y a un côté quand même là-dessus très intéressant. Michael Jordan, c'était quoi son jeu, son évolution dans le jeu, ses gros points forts, ses gros points faibles. Bon, forcément, comme tout angle tactique ou de scouting et tout, il y aura rien là-dessus, quoi. Il y a l'angle, justement, tout ce qui est l'angle politique, socio-économique. Michael Jordan, c'est quand même, mine de rien, qu'ils le veulent ou non, c'est l'un des symboles des années 90, et de ces États-Unis qui font tomber l'URSS au début des années 90 et qui vont vendre avec leur globalisation. Il y avait le McDo, il y avait je sais pas quoi d'autre, mais en tout cas il y avait Michael Jordan qui allait dans le lot, quoi. Et que il en a été un symbole, un acteur aussi, mais il est tombé au moment où cette internationalisation, cette globalisation allait complètement exploser. Il y a tout l'angle politique, ou qu'il le veuille ou non, le fait de ne pas donner, pas, on va dire, avoir été plus activiste, alors que à côté de ça, voilà, on va pas encore brosser un portrait complètement binaire, parce que quand justement il y avait eu la bulle et il y avait eu toutes les histoires des émeutes aux États-Unis, à Milwaukee et dans plein d'autres villes, Jordan avait donné une grosse somme d'argent là-dessus pour aider sur ces causes-là. Donc c'est pas pour dire qu'il ne fait absolument rien, mais c'est juste, entre guillemets, sans jamais véritablement donner sa voix. Mais voilà, les positions qu'il a décidé de prendre ou ne pas prendre, sachant qu'il a été, quoi qu'il arrive, un modèle pour beaucoup, et quelqu'un qui a eu, on va dire, qui a été
vendu par son image énormément, le fait de ne pas prendre position, ça voulait quand même dire quelque chose. Et c'est pas pour dire que c'est légitime ou pas illégitime, mais ça aurait été quelque chose d'intéressant à prendre. C'est exactement ce que tu dis dans le thread, où à un moment donné, tu dis, en fait, les 10 heures de documentaire, on aurait pu les remplir avec plein de thèmes hyper intéressants à propos de Michael Jordan, quoi. Exactement. Il y a l'angle familial. Michael Jordan, est-ce qu'il a eu... Alors oui, au début, il a eu sa famille, ses parents et tout. Mais bon, de quel milieu il vient, et puis après, mine de rien, il a eu des femmes, il a eu des enfants, dans le quotidien et tout. Qu'est-ce que ça pouvait donner? On n'en sait strictement rien. On finit par pas avoir grand-chose finalement. De ce qu'il en ressort de Michael Jordan, si ce n'est cette fameuse liste d'exploits et de comprendre qu'il est un gros compétiteur. Ouais. Et mine de rien, 10 épisodes pour ça, pour moi, ça, c'est pas que ça fait du remplissage, parce que l'objectif c'était, je pense pas que c'était de remplir, mais ça fait un angle très réduit. Et est-ce que vous pouvez avoir vu The Last Dance et Michael Jordan, vous aviez jamais vu ses matchs, vous saviez pas trop, ok, c'est un grand joueur, mais qu'est-ce qu'il avait fait et tout? Bon, à quel point en fait vous ressortez de The Last Dance et vous pouvez dire que vous connaissez Michael Jordan, j'estime pas vraiment, quoi. Ouais. Non, mais effectivement, il y a ce côté-là de, il y aurait plein de thèmes intéressants à exploiter. Et moi, je te dis, c'est un peu, ça m'a fait penser à cette fameuse biographie The Life de Roland Zemby, qui s'appelle The Life, mais qui, moi, c'était ma principale déception, c'est qu'en fait, c'est pas The Life, c'est The Career, en fait. C'est la carrière, parce que c'est du Wikipédia en plus détaillé, quoi. C'est un peu ça. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu décevant, mais parce qu'en plus, le bouquin est quand même énorme, hein, le fameux The Life. Et moi, je suis de bonne foi. Je te dis vraiment, j'ai acheté ça en me disant, mais c'est cool de pouvoir apprendre tout ce qui s'est passé après la fin de sa carrière, quoi. Ou notamment, même après 98. Je vais pouvoir apprendre tout ce qui est Washington, qui est pas du tout connu, mais que moi, je ne connais pas. Et je suis arrivé et je dis, mais les pages, elles défilent, t'arrives à la fin et tu dis, mais on est encore en 98, ok. Et après, il y a 2 pages pour dire, ensuite, il a fait Wizard et ensuite, il a acheté une franchise et puis voilà, c'est la fin de The Life. c'est pas The Life, quoi, c'est The Career. Ce qui est marrant avec Jordan, c'est que pour avoir quand même un peu lu et vu, entendu un certain nombre de choses sur lui, moi, je considère que le meilleur ouvrage sur Michael Jordan, c'est celui où l'auteur n'a jamais eu accès à Michael Jordan, qui est le livre de David Halberstam, Playing for Keeps, qui je crois a été traduit. C'est peut-être pas un hasard du coup, parce que c'est peut-être aussi Jordan qui veut limiter ça, quoi. Alors bon, David Halberstam, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est quand même un prix Pulitzer. Prix Pulitzer, c'est le ballon d'or des journalistes, hein, si vous connaissez pas. C'est un grand journaliste de son époque, mais aussi, c'est peut-être pas un hasard parce que ça a peut-être permis à l'auteur en fait de se concentrer sur plein de choses. En plus, ce qui est marrant avec ce livre-là, c'est qu'on retrouve la même trame narrative où la saison The Last Dance 87-98 est aussi le fil rouge de ce livre. On sent que ça aurait pu être construit de la même manière, mais en réalité, on a des contenus qui sont complètement différents. Bon, forcément, d'un côté, on a un livre et de l'autre côté, un documentaire avec des images, de la vidéo. Mais pour moi, c'est l'un des contenus les plus intéressants. Mais voilà, ça revient dans la relation avec son agent. Et l'agent de Michael Jordan, j'ai perdu David Falk, c'était aussi quelqu'un. Et il y a quand même un certain rapport de force. Et même Michael Jordan, avec la NBA, a eu des rapports de force, où la fameuse décertification du syndicat des joueurs en 95, Michael Jordan, il poussait complètement pour, quoi. Donc oui, il part, et après c'est le lockout en 1998-99. On est passé pas très loin du lockout en 1995, et il y aurait que Michael Jordan, il y aurait eu un lockout. Ouais. Bref, il y a plein d'éléments qui sont développés dans son livre, et qui sont plein de choses qui, pour moi, c'est pas qu'elles ne sont pas connues, mais c'est des angles qui sont relativement peu abordés sur le joueur. Et bref, je le conseille là-dessus. Et bon, après voilà, je pense pas que c'était l'objectif même du documentaire, mais si on se place vraiment dans ce côté documentaire avec la connotation historique, The Last Dance n'est clairement pas ça. The Last Dance est un peu une autobiographie qui se concentre sur les exploits de Michael Jordan,
et qui aussi, je pense que c'est là où beaucoup de monde l'a apprécié, est arrivé à un moment en plus au Covid et qui offrait aussi une sorte de capsule temporelle. Ouais. Où pour certains, en fait, ils avaient vécu ça, ils s'étaient jamais replongés là-dedans, ou ils l'ont vécu eux, ils étaient gros fans, ils ont un peu quitté la NBA depuis, mais ils ont des gamins qui sont dans l'âge de comprendre un petit peu et de pouvoir montrer ça. Et encore une fois, ça arrivait aussi à un moment où il y avait absolument aucun contenu basket, donc pendant plusieurs semaines, euh, le tempo de l'actualité basket, c'était The Last Dance, quoi. Ouais. Donc il y avait aussi ce côté qui reprend un peu le côté mémoire, mythe, légende, où il y avait un côté aussi presque commémoratif sur le moment, où une célébration de ce qu'était la carrière de Michael Jordan. Mais on sent bien que plus j'en parle, plus on s'éloigne en fait du mot documentaire, et plus même on s'éloigne en fait même du contenu propre. Où, ouais, en fait, c'est des super images avec Michael Jordan qui fait des super actions, qui montre ses meilleures anecdotes. Et voilà, c'est plein de monde s'en satisfait, mais parfois limite plus pour l'enrobage que le contenu lui-même, et encore moins pour le côté documentaire en tant que tel, quoi. Bah, c'est là où effectivement on est plus, comme on disait, sur Jordan qui a écrit ses mémoires presque. Alors il les a pas écrits, il les a fait à l'oral, mais c'est vrai qu'on est plus sur ça que sur vraiment un côté documentaire qui va raconter avec peut-être une approche un peu plus neutre ou historique, on va dire. Et vraiment, moi, j'ai cette impression que c'est voilà, c'est le mythe Jordan qu'on raconte depuis des années et que tout le monde le raconte d'une manière ou d'une autre. Lui, il a juste voulu aussi donner, en fait, dire bon, ben ok, il y a cette mythologie, je vais la dire moi, et comme ça, ce sera ça la base pour tous maintenant. Comme ça, il y aura pas besoin d'aller piocher sur des vieux documentaires de 90 ou 95 ou de faire des trucs comme ça. Voilà, je vais donner ma version, je vais faire un truc massif de 10 heures qui va donc être la référence avec des belles images, etc. On arrive du coup sur un autre thème. Je sais pas ce que t'en penses, mais forcément, il y a aussi un côté, ça manque d'un aspect organique, si tu vois ce que je veux dire, avec le côté, le héros qui écrit sa légende lui-même, et c'est aussi ce dont on discutait avec Thibaut sur le podcast qu'on a fait sur les grandes figures du sport. De plus en plus, on a cet esprit-là de des sportifs qui ont conscience de leur héritage. Et d'ailleurs, j'ai vu que t'as posté un truc sur la legacy, mais c'est vraiment ça. On perd ce côté organique de en fait, tu deviens une légende un peu malgré toi, où c'est pas toi qui le décide, alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans ce mode je suis le héros et j'écris moi-même la légende du héros que je suis. Oui, c'est vrai que Michael Jordan en est à peu près un symbole. Surtout ce qui est assez marrant avec Jordan, c'est que sur son début de carrière, notamment toutes ces parties des années 80, il n'y avait pas ce côté autant contrôle qui était là. Quelqu'un apparemment, que ce soit dans les interviews ou dans la disponibilité, sur plein de choses, était beaucoup plus ouvert en fait. Et au fur et à mesure, alors c'est vrai qu'il y a eu le succès, il y a aussi tous les mauvais côtés du succès, mais il y a aussi une époque qu'elle est avec, parce que il y a aussi la prise d'exemple sur ce qui pouvait se faire dans le monde de la musique, dans le monde politique, voilà, en fait ça commençait à devenir un gros business, et que ça devenait finalement important de pouvoir contrôler le discours en permanence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot legacy est sur toutes les bouches. Et legacy, c'est l'aspect légende, et c'est pas à vous d'écrire votre propre légende en fait. C'est autre chose. Ça devient des mémoires, quoi. Mais la légende en fait, c'est comment vous allez être rappelé. Et en plus, c'est pas quelque chose qui peut se faire. On en parle toujours quasiment au moment présent, quoi. Stephen Curry qui est en train d'écrire sa légende et tout.
Non, la légende, c'est qu'est-ce qu'on va se souvenir dans 5 ans, dans 10 ans, quoi. Et ça, savoir ce que nous, on va se rappeler et savoir de manière commune ce qu'on va se rappeler ou non, normalement, c'est des choses, comme tu dis, qui sont assez organiques, devraient se faire, on va dire, de manière assez naturelle. Et on sent que c'est un peu le mythe et le récit, un côté, on va dire, très récit derrière, où non, aujourd'hui, on veut que ça soit de plus en plus contrôlé, et il faudrait se rappeler de ça plutôt que ça. Et c'est là qu'on retrouve justement un peu les codes du mythe dans l'histoire, où en fait, on va, à un moment ou à un autre, il y a beaucoup de mythes quand on se place d'un point de vue historique, où si on décide de se souvenir de quelque chose, il y a des fois, en fait, il y a des dates, chez les comptes, si on va dire dans les sources contemporaines, là où l'événement a eu lieu, vous trouverez quasiment rien. La chute de Rome, zut, j'ai un trou d'air, je sais plus si c'est en 400, je crois que c'est en 454, 474, je sais plus. Mais vous trouverez en fait très peu de sources à l'époque qui se concentrent, on va dire, sur cet événement propre. Mais à un moment, a été décidé que ça devait devenir une date très importante, et des fois pour des questions complètement objectives, mais parfois aussi pour des questions, non, au final, subjectives, pas du tout historiques, parce qu'on veut se servir de cette date pour, quoi. Typiquement, là, je parlais tout à l'heure de Charles Martel, Poitiers et tout. Oui, c'est une date, on les retrouve dans la bataille, on la retrouve dans les sources à l'époque, même si on n'est toujours pas capable de savoir si c'est 732 ou 733, pour dire, on est même pas encore sûr, je crois qu'on est toujours pas sûr du lieu où elle a pu se passer. Mais bon, les sources en parlent un petit peu, mais ça va ressortir, je crois, au XVIe siècle, quand il va falloir lutter de nouveau contre, je sais pas quel empire musulman à ce moment-là, mais on va le ressortir et le mettre bien en avant, ce fait historique, parce que ça nous sert au moment venu, quoi. Et c'est là en fait où on voit qu'il y a beaucoup de mythes qui n'ont pas du tout ce côté organique, mais qui sont instrumentalisés. Et je dis instrumentalisés dans le sens, pas forcément dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens un peu contrôlé. Ça que j'ai donné des exemples, on sent un peu le côté très contrôlé, mais par exemple, prenez Jean Moulin. Jean Moulin, de ce que j'ai pu lire dans les années 50, il y a personne qui connaissait Jean Moulin, alors qu'aujourd'hui, paradoxalement, que ce soit, alors, est-ce qu'on connaît la vie de Jean Moulin, je sais pas, mais que ce soit par les écoles, le nom des rues et tout, on connaît Jean Moulin. Et c'est parce qu'en fait, à un moment, il y a eu un peu un travail, pareil, d'instrumentalisation qui a été fait, et que c'était lui qui a été au Panthéon pour représenter la résistance et tout. Donc, et je suis pas sûr qu'on voit forcément cette idée de mythe autour de Jean Moulin forcément comme une mauvaise chose, quoi. Oui. Mais il y a vraiment ce côté où on retrouve un peu, je sais pas si la distinction entre le mythe et la légende, ça serait, il y en a un où il y en a un, on va dire, ça serait un peu plus organique et partagé dans la population, et le mythe non, je suis pas sûr, mais on peut voir, on va dire, un peu une distinction, et qu'aujourd'hui, plus ça va, c'est vrai que plus on sent que et si on revient même dans le basket même, les joueurs sont conscients de l'importance de leurs paroles. Oui. Et quand je dis importance, c'est dans les répercussions, véritablement à combien de personnes ils peuvent vraiment parler derrière, mais aussi d'un point de vue assez personnel, dans l'image que ça peut laisser paraître d'eux, dans même en fait leur déclaration, mettre l'exclusivité à tel ou tel média, voire LeBron James, quand il parle, c'est souvent sur des médias qu'il contrôle lui-même, donc qui lui permet, je veux dire, là aussi, d'avoir des revenus derrière. Et du coup, il y a ce côté extrêmement intéressé, et les joueurs en sont conscients, et je me rappelle, on retrouvait le phénomène quand Harrison Barnes était encore à l'université, où il avait eu cette déclaration assez ouverte de vouloir contrôler sa marque, sa brand. Et paradoxalement, voilà, un joueur qui, je sais plus si c'était au moment où il était au lycée, en université, mais qui était même pas encore chez les pros. On savait même pas encore ce qu'allait donner vraiment la carrière, même si elle paraissait très prometteuse ou non.
mais qui était déjà en train de parler de sa marque, de son récit, de contrôler ce qu'il pouvait dire. Et, et je trouve que c'est vrai que c'est quelque chose qui, chez les joueurs, a peut-être commencé avec Michael Jordan, ou s'est amplifié du moins après une autre mesure avec Michael Jordan, et c'est quelque chose qui n'a fait que monter crescendo. Aujourd'hui, des LeBron James, des Kevin Durant, des Stephen Curry ont leurs moyens de production et de faire passer leurs déclarations, leurs messages, euh, au-delà même des questions de sponsoring et tout, quoi. Oui. Et c'est vrai que c'est une évolution majeure, et on peut se poser les questions, on peut se poser la question de savoir comment ça va évoluer, et surtout comment l'histoire, les legacies et les mythes qui seront, dont on verra ce qu'elles seront dans 10, 15, 20 ans, à quel point elles n'auront pas été directement contrôlées par les joueurs, mais à l'époque même où ils jouaient, à voir, quoi. Oui. Oui, puis tu parlais des dates finalement, mais tu vois, même sur les déclarations, les grandes phrases qui sont restées dans l'histoire, c'est un peu pareil. Les mecs, au moment où ils les prononcent, ils se disent pas, tu vois, Henri IV, il dit pas Paris vaut bien une messe, je vais dire cette phrase, et comme ça, la phrase, je vais bien la formuler, et elle va rester dans l'histoire, et ça va créer la légende ou le mythe, quoi. Il y a un aspect assez organique de l'histoire a finalement choisi de retenir certaines phrases, certains événements, certains trucs plus que d'autres. Alors que là, c'est vrai qu'actuellement, on a un peu ce côté où le joueur essaie un peu lui-même de contrôler le narratif, peut-être, pour le formuler comme ça, et vraiment ce côté, l'histoire, c'est moi qui la dicte, plutôt que d'attendre que l'histoire, avec un grand H, nous juge a posteriori. Mais c'est ce que disait Thibaut, hein, c'est Mbappé et LeBron, c'est exactement ça dans la continuité de Jordan, comme tu dis aussi. Et c'est marrant, t'as posté un extrait là sur Twitter, là, c'est vrai que c'est exactement ça, par rapport à la. D'ailleurs, ça te parle, toi, le côté Mark Maguire et Sammy Sosa, ou pas, en 98? Non. En fait, c'était du baseball, et c'est que les deux, ils faisaient la course pour savoir qui allait faire le plus de home run en baseball, donc quand tu frappes très fort la balle. Mais en fait, le problème, c'est que la course, elle a été un peu entachée, parce que c'était les deux étaient un peu aux stéroïdes, en fait. Donc c'est comme ça. C'était la grande époque, oui. C'était la grande époque de la fin des années 90, début 2000, donc effectivement, et du coup, sur le moment, eux, ils avaient l'impression d'écrire l'histoire, etc. Et sur le moment, ça avait été vécu comme ça, mais quand au milieu des années 2000, il y a eu tous les procès et tout ça, on s'est rendu compte que, non, en fait, la fameuse legacy, l'héritage, l'histoire va juger que non, quoi, ça aura pas autant d'impact, donc non pas pour te répondre, mais tu t'as avancé un peu là-dessus, je sais pas à quel point est-ce que vraiment, dans 10, 20, 30 ans, est-ce que vraiment l'histoire retiendra ce que le joueur a dit, ou ce que naturellement, comme ça c'est tout le temps fait, de manière, encore une fois, organique? Tu vois, je suis pas sûr que dans l'histoire, il y ait le côté qu'est-ce qu'on a retenu, qu'est-ce qu'on n'a pas retenu, ça soit si organique que ça. D'accord. Ce que je disais tout à l'heure sur les dates qu'on a retenues, les mythes, les déclarations, j'ai l'impression que plus je lis dans l'histoire, et plus en fait, faut pas sous-estimer le degré des personnes de l'époque, ou alors celles qui reprendront les déclarations. Il y a souvent une certaine volonté à choisir tel élément, telle déclaration, telle date, tel événement, plus qu'un autre, quoi. Il y a souvent des côtés qui sont très calculés, ou sans même qu'ils aient été calculés, disaient quand même en fait un certain nombre de choses de l'époque ou de la personne qui a décidé de retenir tel ou tel fait, quoi. Mais Donc l'histoire est politique, en fait. Ça dépend aussi de qui l'écrit et qui est l'historien, en fait. exactement, oui. Ce qui est intéressant, si on revient aux joueurs, c'est que en fait les joueurs étaient si on prend l'histoire de la NBA, avaient pas tant que ça, j'ai l'impression. Voilà, Bill Russell a fait son autobiographie, mais euh, il y avait pas autant ce côté contrôle du discours, et les journalistes en fait avaient quand même un poids prédominant pour pour donner un peu le ton sur tel ou tel joueur. Et c'est juste pour moi, voilà, euh, on peut dire qu'on a commencé une NBA, et je me trompe peut-être là-dessus, mais de ce que je me suis intéressé en ligue, il y avait quand même un peu ce côté à quel point c'était organique, à quel point les journalistes de l'époque étaient objectifs et tout, mais il y avait moins, on va dire, ce côté, le contrôle par les joueurs de leurs déclarations, quoi. Et c'est ça, en fait, pour moi, qui n'a fait que monter
ou le contrôle de l'absence aussi de déclaration, qui vraiment pour moi s'est développé dans le temps. Et aujourd'hui, on va voir comment ça a évolué, mais pour moi on est surtout, en plus, je trouve que ces dernières années, on est dans une mode au documentaire. Ils sortent beaucoup de documentaires Oui. sur un peu tout, quoi. Après, je sais pas si c'est suite au succès des 30 for 30 d'ESPN. Il y a beaucoup de documentaires qui sortent, mais souvent on voit derrière que c'est produit par un tel, mais sans que ça soit forcément mentionné et tout. L'aspect en fait paraît beaucoup plus contrôlé par les sujets eux-mêmes que ça ne l'était avant. Et c'est là où on peut se poser en effet la question de comment ça sera pour plus tard et à quel point Michael Jordan n'est pas un bon exemple là-dessus. Je sais qu'il y a un exemple qui va souvent parler avec Jordan, c'était Kobe, extrêmement conscient aussi des messages qu'il pouvait faire passer, et avec même, je pense, un côté directement en termes de réflexion historique derrière, où je sais pas si tu avais vécu le changement du numéro de maillot de 8 à 24. Non. Mais je me rappelle qu'à l'époque, c'est bête, mais ça fait beaucoup rire. En disant, mais pourquoi? Ah oui, en plus, le 24, c'est 23 plus 1. Tout ça, c'est pour vendre des maillots et tout. Et c'est là qu'il y avait le côté, en plus, oui, mais ça va de pair avec le côté Black Mamba, machin. Je me trompe peut-être, mais dans la perception de l'époque, il y avait vraiment ce côté, mais ok, d'accord, pourquoi pas. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vu, ouais, voilà, ça va de pair avec un changement de mentalité du joueur qu'il a voulu mettre en avant et tout. Et j'ai l'impression que ce que voulait faire passer, que le message que Kobe voulait faire passer à l'époque, je sais pas à quel point ça avait bien marché, mais j'ai l'impression que moi, de ce que j'avais vécu, c'était pas trop. Aujourd'hui, est devenu justement quelque chose un peu iconique dans la carrière du joueur, quoi. Donc, Oui. je pense que on se pose la question d'interrogation de qu'est-ce que ça va faire dans les prochaines années, mais on a un peu déjà des éléments de réponse où les joueurs arrivent plutôt bien à contrôler ce qui va ressortir derrière de leur carrière. Tu sais, ça me fait un peu forcément penser à la phrase qu'on énonce à chaque fois, mais la loi des statistiques de quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'avoir sa valeur de mesure. Et là, il y a un peu ce truc-là, je trouve aussi, où alors, peut-être que je me trompe parce qu'on l'a pas connu, mais j'ai l'impression que, par exemple, en foot, le Ballon d'Or était quand même beaucoup moins, il y avait une obsession beaucoup moins grande là-dessus. Et c'était juste, on fait la carrière, on joue normalement, et à la fin, on voit qui a le plus de Ballons d'Or, alors que aujourd'hui, c'est plus tellement une mesure de qui a été bon, c'est vraiment un objectif, ce genre de récompense. Et je trouve un peu pareil avec ce fameux narratif ou la manière dont tu organises ta carrière, où tu essaies d'orienter l'histoire. Je trouve qu'il y a un peu aussi ce côté-là. Et c'est vrai que tu commençais un peu à en parler, mais on a aussi beaucoup de nouveaux documentaires qui arrivent et qui, en fait, je sais pas si on devrait les labelliser documentaires au final, parce que je crois que quelques personnes aussi en parlaient, Boumani Jones d'ailleurs sur Twitter, sur ce côté. Est-ce que vraiment on doit les appeler documentaires, ou est-ce que ce sont juste une version numérisée et audiovisuelle de ce qu'avant on pouvait faire en bouquin d'une autobiographie, quoi. Ça, presque le terme documentaire a peut-être trop une connotation journalistique ou neutralité, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, que ne sont pas forcément tous ces nouveaux documentaires qui apparaissent partout. Oui. Alors après, c'est pas parce que c'est des autobiographies que ça n'a aucune valeur. Je l'ai pas vu, mais de ce que j'ai entendu, le documentaire sur j'allais dire la bataille. Je restais trop dans l'histoire. La baston du palace d'Aubervilliers. La baston. Malice at the Palace. Le documentaire qui est sorti, il y a une critique, c'était ça donne vachement la voix aux joueurs des Pacers, quoi. Qui, c'est vrai que dans l'histoire, sont restés, que ça soit en termes de suspension. Et du coup, peut-être avec les suspensions, l'équipe qui en plus s'effondre quasiment dans la foulée, qui était un peu vue comme le vilain petit canard dans l'histoire. Et c'est vrai que là, le documentaire leur donne la parole, et il y a pas mal de monde qui dit ok, vous voulez rétablir les choses, mais en fait, à quel point vous amenez plus de contradictions, ou en réalité, vous donnez juste une version alternative à l'histoire telle qu'on s'en souvient, mais
rien que ça, si on se place du point de vue de l'historien, ça va avoir une valeur en fait. Justement, on a les différents points de vue, on peut comparer et pouvoir aller plus loin. C'est vraiment de la matière qui est intéressante. Mais et c'est ce qu'on avait dit dès le début de l'émission, c'est l'œil critique, il faut l'avoir en permanence, mais tout le monde ne l'a pas en permanence. Et c'est surtout, en fait, en plus, moi, je vois l'œil critique quand j'avais 14-15 ans, je pense qu'il n'était pas ultra développé. Et je pense que ça aurait été bien pour le mois de 14-15 ans, de préciser, justement, quand c'est un documentaire de un tel et tout, qui se cache derrière, on va dire, ces labels, et de pas hésiter à dire que, en fait, ça va être principalement votre version qui va être développée et que c'est une version proposée, qu'elle a pas de contradiction et tout. Et je sais pas s'il existe le terme de documentaire autobiographique, mais de se rapprocher, on va dire, de ce genre de choses plutôt que, c'est vrai que le terme documentaire, comme tu dis, a une connotation de travail d'investigation, très objectif, forcément par des journalistes et tout. C'est vrai on peut avoir la sensation que le terme aujourd'hui est un peu utilisé abusivement si on reprend ce qui est censé être les codes du documentaire vu de manière consensuelle. Oui, mais tu vois, ce qui était intéressant avec le documentaire, le film sur les Pacers du coup et cette baston, c'est que par exemple ça a pas mal exposé le fait que où les mecs disaient du coup c'est pas nous qui avons démarré la baston, et surtout on s'est retrouvé dans une salle où tout le monde était hostile et il y avait 2 ou 3 policiers pour tenir toute une foule. Et bon, après tu t'en fais ce que tu veux, mais effectivement c'est des versions qui étaient pas forcément sorties à l'époque où ça a été eux, comme tu dis, les vilains petits canards qui ont foutu le bordel, alors qu'il y a peut-être un peu plus de nuances à apporter. C'est là aussi où on arrive sur une différence. Alors, tu me dis, peut-être que je raconte plein de bêtises, c'est toi un peu plus l'expert que moi, mais la différence entre mémoire et histoire, peut-être, ou la mémoire dans le cadre de l'étude de l'histoire, je veux dire, mais la mémoire, c'est ce dont on se souvient, d'après ce que j'ai pu lire, et contrairement à l'histoire, qui est plutôt le domaine scientifique, le domaine d'étude, du coup, un peu factuel. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où, à la fois, la mémoire, ce dont on se souvient, ce que racontent les gens, les témoignages, c'est la matière première de l'histoire. Donc, effectivement, tu vois, dans le cas des documentaires des Pacers, oui, ce n'est que la version des Pacers, mais elle est bien, parce que c'est aussi à partir de là qu'on peut reconstituer l'histoire. Si on prend la version des Pacers, la version des Pistons, la version des arbitres, la version de tout le monde, en fait. Donc, il y a ce côté-là, et surtout, un point qui est assez important, je trouve, et peut-être qu'on perd petit à petit avec ces documentaires, c'est que l'histoire, finalement, c'est jamais fixe, c'est jamais fini, et que c'est peut-être presque normal qu'il y ait un peu toujours un débat vivant, non ? Oui, c'est. Je sais plus qui est-ce que je suis parmi ceux qui sont historiens, qui disent que voilà, être révisionniste en histoire, c'est pas un gros mot. Oui. Pas être négationniste, quoi. Parce que voilà, l'histoire, c'est. Alors j'aime pas moi la différence entre sciences dures et sciences molles. Où l'histoire, ça serait dans les sciences molles, où bon, ça dépend du point de vue, là où les mathématiques, 1 + 1 = 2. Bon, j'ai l'impression que déjà dans les côtés scientifiques, ça n'empêche pas d'avoir des théories qui sont quasiment impossibles à prouver. Là où en histoire, on peut avoir certains éléments où avec tous les recoupages, des témoignages, de l'archéologie, des déclarations, bref, on arrive à avoir des choses qui sont extrêmement factuelles, quoi. Et oui, la science, c'est véritablement, c'est une science, et c'est la science, on va dire, de recouper les sources, d'avoir toujours cet œil critique, d'avoir cette revue par les pairs, et d'avoir potentiellement ces critiques, et puis après, ces révisions, parce qu'en fait, on était arrivé avec tel angle, et soit des nouvelles découvertes vont nuancer la chose,
C'est très rare d'ailleurs qu'on invalide complètement le propos. Ça va être un nouveau degré dans la nuance, ou ça va être un nouvel angle. Aujourd'hui, c'est vrai que si vous baladez dans les rayons d'histoire, il va y avoir beaucoup plus d'angles sur les questions féministes, sur les questions de l'esclavage, mais racontées par les esclaves eux-mêmes, des angles qu'on ne voyait pas il y a 70 ans et qui n'invalident pas forcément ce qui était dit. C'est juste des nouveaux points de vue qui font que c'est quelque chose qui est très vivant, dans le sens où c'est pas que ça change en permanence, mais vous aurez quasiment toujours du contenu, même sur des choses où vous pouvez vous dire ça a été étudié, réétudié. Vous aurez d'une manière ou d'une autre souvent toujours quelque chose à dire sur tel personnage, tel événement, telle période historique. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment une science en tant que telle. Après, les mémoires, je ne saurais pas comment le définir, mais ça va être des témoignages, mais qui vont être très divers, qui vont parfois être opposés. Typiquement, pendant la Seconde Guerre mondiale, la mémoire des résistants et la mémoire des malgré nous, ceux qui avaient été enrôlés de force dans l'armée allemande, forcément, ça va être des mémoires à des moments qui vont être compliqués, qui vont forcément s'imposer, qui vont être antagonistes sur certains points. Et après, voilà, c'est au travail de l'historien d'essayer de démêler et d'essayer de donner un point de vue nuancé avec justement tous les éléments qui font que c'est une science, de qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui sur tel point de vue, quoi. Mais si on revient au basket, c'est vrai qu'on pourrait dire effectivement, voilà, aujourd'hui on a beaucoup d'éléments qui visent à la mémoire, mais je vais retourner un peu le propos en disant que en réalité, on a combien de travails qui peuvent véritablement s'apparenter à du travail d'historien sur le basket et sur la NBA. En réalité, il y a peu de choses, souvent faits par des amateurs qui vont plus ou moins en plus respecter justement les codes, les pratiques qui font que l'histoire est une science. C'est pas pour leur jeter des pierres, parce qu'en plus, déjà certains le font très bien, et voilà, les autres, ils se prétendent sans doute pas historiens ou quoi que ce soit, quoi. Mais on pourrait se dire quand même que c'est dommage que sur une ligue qui brasse en chiffre d'affaires, je crois en ce moment à peu près 10 milliards de dollars, qui a toujours de toute façon brassé quand même beaucoup d'argent, et qui aime souvent flatter son passé. C'est vrai qu'il y a certaines ligues sportives où c'est compliqué d'avoir du contenu se passer. C'est pas le cas de la NBA. Et pourtant, paradoxalement, il y a pas de travail d'historien. Alors bon, on pourrait dire voilà, un historien qui est embauché par une entreprise privée, à quel point il n'y aurait pas aussi des conflits d'intérêts. Mais en tout cas, on retrouve pas, on va dire, ces gens qui vont aider à aller dénicher des nouvelles choses, des nouveaux angles et tout, véritablement embauchés par la NBA pour faire ce travail-là. Alors que, voilà, je sais pas si vous voulez rendre hommage à votre passé, ça pourrait quand même être quelque chose d'intéressant, quoi. Donc, il y a cet aspect-là que je trouve très dommage. Et après, autant il y a des travaux amateurs qui sont de mon point de vue, extrêmement bien faits, avec vraiment les recherches, les sources dans les articles de l'époque, de reprendre tel ou tel truc. Mais j'ai pourtant l'impression que beaucoup du contenu historique qu'on voit passer, que ça soit à la télé, que ça soit à l'audio, que ça soit à l'écrit, c'est un peu ce qu'on disait quand sur les marronniers où on rabâche un peu les mêmes choses. On finit beaucoup par écrire sur des choses en fait qui ne sont pas de la première source, mais des fois en fait non, c'est juste de la cinquième, et parce que ça a été tellement répété qu'on considère que c'est la vérité. À quel point c'est vraiment la vérité, et à quel point en fait ça vaudrait pas le coup de s'y repencher, ou de s'y pencher avec un nouvel angle. Et là, tu vas nous parler de la Jouonne contre David Robinson en 95. Non, tu vois, je me fais l'effort de ne pas en parler, mais typiquement, c'est
j'ai écouté l'épisode où tu étais invité avec Winston de Kemdo, et Winston explique très bien là-dedans, Oui. en disant, bah ouais, en fait, mine de rien, on se rend peut-être pas compte, mais le travail pour recouper les sources, parce qu'en fait, bah oui, vous tombez sur les 4 premières qui concordent tout à fait sur ce point-là, mais en fait, il y en a une 5e qui dit complètement l'inverse. Ah oui, bah tiens, c'est bizarre, quoi. Ça, c'est du travail d'historien, quoi. D'aller vérifier les sources, de les recouper, et d'avoir un œil critique dessus derrière, quoi. Et Oui. d'ailleurs, ça se ressent sur ce que fait Winston. C'est du très bon boulot, en plus avec des angles qui peuvent être complètement novateurs, quoi. Des choses c'est pas les mêmes, voilà, les mêmes éléments répétés ad nauseam, quoi. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est compliqué d'avoir du contenu original qui va un peu au-delà de la fiche Wikipédia, la fiche basket référence, aller un ou deux événements connus du joueur, et c'est tout, quoi. C'est Oui. Et c'est là où on sent aussi que il y a plein de monde amateur et qui veut vraiment bien faire, mais étant donné que c'est vrai qu'Internet aide beaucoup, mais étant donné que la matière première, il y a peu de monde pour aller véritablement la découvrir, l'arracher du sol et la remettre au goût du jour, a fait qu'on se retrouve toujours plus ou moins avec les mêmes éléments qui sont devenus mythifiés, mais des fois parce que en fait on n'a pas autre chose sur cet événement et que personne n'a été creusé plus loin, quoi. Oui, mais tu vois, c'est là aussi où, par rapport à cette distinction mémoire et histoire, histoire encore une fois plus peut-être sous le sens de la science en elle-même, et donc un peu plus exact, un peu plus à la recherche de ce genre de choses. Mémoire, c'est, comme on a dit, peut-être plus ce dont on se souvient, mais aussi j'ai lu la manière dont les événements nous impactent. Donc il y a aussi cette notion un peu plus de vecteurs d'émotion peut-être, et voilà, comme tu dis, les témoignages, et de porteurs de ressentis, et comment est-ce que les événements nous ont impactés. C'est un peu ça la mémoire, et je fais exprès, moi, cette fois, de reprendre l'exemple de Olajuwon contre Robinson, le fameux, donc la série de playoffs où Olajuwon donc a dominé David Robinson au poste bas en lui faisant de tout, alors que Robinson est MVP et il lui fait pas la même chose de l'autre côté, etc. Et là-dessus, voilà, là on est typiquement dans les différents documentaires, les différentes histoires qu'on nous raconte. On est plutôt dans ce côté mémoire, et on nous raconte cette émotion, on nous raconte cet impact, ce ressenti de la domination de Olajuwon contre Robinson. Donc ça serait plutôt s'apparenter à la mémoire, ce côté, on te raconte encore une fois ce sentiment de domination, cette implacabilité de l'époque, etc. Alors qu'en effet, et un vrai travail d'historien, par exemple, c'est ce qu'a fait Mike Prada, non, je crois que c'est lui qui avait fait Ouais. à l'époque, de dire, non, mais en fait, que quand on le recontextualise, en fait, vous voyez que Olajuwon, comme il y a un bon spacing, il n'y a pas de prise à deux qui vient, donc il est un peu seul pour opérer, alors que de l'autre côté, il n'y a pas de prise à deux. Donc voilà, il y a les côtés historiens qui viennent un peu remettre un peu d'exactitude peut-être là-dessus, ou Un nouvel angle aussi. un nouvel angle, et de facto nuancer ce côté émotion. Du coup, pour finir, je peux me permettre un peu une citation pour me la péter de Milan Kundera, qui dit la mémoire est une forme d'oubli. Et c'est vrai que c'est un peu dans ce sens-là où je pense que sur les documentaires et ce genre de choses, tu as besoin d'avoir des témoignages, tu as besoin d'avoir l'aspect mémoire, l'aspect émotion, l'aspect, voilà, un documentaire sur un sport comme le basket, c'est aussi pour faire de l'entertainment, raconter des histoires, donc tu as besoin de cet aspect-là. Mais c'est vrai que c'est peut-être dommage parfois que il y a un peu comme dit Kundera, mon pote, une forme d'oubli, et que parfois on perd un peu l'exactitude, et que à quel point, je peux te poser la question, mais à quel point est-ce que c'est grave qu'on délaisse entre guillemets la vérité pour raconter des belles histoires? Ça peut être une question aussi. Ça peut être une question, tu vois, j'allais contrer ta citation par une autre citation, mais je sais pas de qui c'est, je me rappelle plus. Je sais que je l'ai lu il y a pas longtemps. Bon, c'est un historien, je crois, qui se revendique un peu du côté anarchiste, hein, et qui disait, je crois que l'histoire, c'est la science la plus subversive qui soit. Oui. Et subversive dans le sens où, oui, l'histoire, c'est des choses où vous dites, oui, mais on nous a dit on a toujours dit que c'était comme ça, et du coup, on est parti du principe que c'était comme ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui va commencer à dépoussiérer, qui va dire, ah ouais, mais en fait, sans dire que c'est pas comme ça du tout, c'est, ah ouais, mais en fait, non, c'est vachement plus compliqué parce que vous avez oublié de mentionner ça, ça, ça et ça, quoi. Et je trouve que ça va un peu de pair, où
bah oui, dans la mémoire, on va finir par, en fait, par retenir juste certaines choses et qui vont finir par s'entretenir tout seul derrière. Et à un moment, il y a le côté histoire qui va arriver, qui va vous dire, ah ouais, en fait, c'est bien ce que vous avez retenu, mais bon, c'est quand même un peu limité. Ça manque d'avoir précisé ça et ça. Et puis, il faudra recontextualiser aussi cet élément-là. Et vous en aurez à la fin une version finalement assez différente. Et Oui. il faut accepter en fait ce côté justement un peu subversif de l'histoire où ça va potentiellement aller ébranler quelques certitudes que vous pouvez avoir, quoi. Bon, après c'est aussi justement c'est pour ça que la citation m'a marqué, parce que c'est aussi ce que j'aime un peu dans l'histoire, où Oui. à partir du principe que bah oui, ça ouais, dans ma tête c'est un peu comme ça, et on commence à lire, on fait ah ouais. Qu'est-ce qu'on m'a raconté à l'école? Je sais plus ce qu'on m'avait raconté à l'école, mais on comprend, bah oui, forcément à l'école on n'aurait pas pu passer un bouquin entier à expliquer tel fonctionnement politique de tel empire, ou la vie vraiment de tel scientifique, ou de tel je sais pas, tel général, quoi. C'est là où il y a ce côté subversif. Enfin, après, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je crois que ça revient un peu, pour garder justement le terme historique, à quel point il faudrait avoir justement un récit national qui, pour certains, permettrait de faire une cohésion, et de faire ce qu'un peuple est un peuple, mais de l'autre côté, certains vous diront qu'un récit, un roman national exclura de toute façon toujours des choses, et que ça exclura des personnages. Donc à quel point en fait c'est positif, et à quel point on devrait pas célébrer plutôt une certaine diversité, que ce soit justement dans les points de vue et les différents éléments mémoriels qu'on pourrait avoir. Je veux pas me placer sur est-ce que c'est vraiment un débat aujourd'hui qui a lieu chez les historiens, ou est-ce que c'est pas beaucoup plus un débat en réalité politique qui va derrière. Et pour ce qui est du basket, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Je sais pas, j'avoue qu'il y a ce côté un peu je comprends ce côté culture commune. Quand on parle de certains éléments, si vous connaissez le basket, oui, tout le monde va savoir The Flu Game. Vous arrivez dans ce podcast et vous avez jamais entendu parler de basket, vous allez pas savoir ce que c'est, quoi. Vous allez rien comprendre du tout. Et pourtant, toutes les personnes qui ont un peu suivi le basket vont savoir exactement de quoi je parle. C'est là où il y a ce côté un peu culture commune, en fait. Ouais. Mais de l'autre côté, bon, je pense à un moment, c'est bien de le dépasser, d'aller plus loin, et d'être capable d'en être critique, ou de se dire bon, c'est ce qu'on m'a dit, mais à quel point c'est la réalité. Et après, surtout d'aller chercher et d'essayer de comprendre, et d'amener des nouveaux points de vue, des nouveaux angles pour enrichir les choses, quoi. Et je trouve en plus que l'angle historique, c'est souvent un élément où, quand vous voulez aborder un sujet actuel, c'est un élément qui est souvent important à voir, parce qu'il va contextualiser ce que vous êtes en train de voir, quoi. C'est de la même manière que pour le scouting d'un joueur, des fois c'est pratique de savoir, mais c'était quoi son profil au lycée, son profil en universitaire, pour comprendre le joueur qu'il est aujourd'hui. Je sais pas, vous voulez parler des règles en NBA, de telle équipe, du parcours d'un coach, du CBA et tout, avoir un angle historique, précis et juste, c'est souvent quelque chose d'extrêmement pratique pour comprendre ce qui se passe actuellement aussi, quoi. Mais tu vois, il y a un truc que fait très bien la NFL, je trouve. Alors, je sais pas à quel point ils font exprès. Mais alors, bon, déjà, on peut dire NFL Film, qui est une entreprise de la NFL qui est consacrée à l'histoire de la NFL. C'est absolument fabuleux. C'est un travail remarquable et bien au-dessus de tout ce que font les autres ligues, je trouve. Il y a un devoir de mémoire ou de raconter l'histoire qui est assez génial, je trouve. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que dans cette boîte, du coup, c'est ce média, on va dire, il y a deux types de documentaires. Il y a un peu les documentaires classiques, genre le cours magistral, on va te raconter l'histoire de ça, le truc classique, quoi. Tu sais, les 49ers de San Francisco, ils sont géniaux, absolument géniaux, fabuleux et tout. Ils ont gagné 4 Super Bowls dans les années 80, voilà. Donc il y a ce genre de truc. Et après, il y a un autre format qui est en plus censé être un peu plus rigolo.
c'est qu'ils ont des top 10 de n'importe quoi. Genre top 10 des meilleurs running backs des années 80, top 10 des défenseurs les plus effrayants, plein de trucs comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils le font, mais c'est pas du tout un cours magistral, c'est plein d'interviews de gens différents. Et de journalistes d'époque ou de journalistes même, voilà, enfin, pas que des journalistes hyper pointus, je veux dire, hein, mais t'as des avis qui viennent de partout. Et je trouve qu'au final, c'est un rendu qui donne un truc plus authentique, je trouve, et plus, moi en tout cas, moi j'en ressors avec un truc beaucoup plus vrai que simplement si on m'avait servi une soupe de tel truc, ils sont fabuleux sur toute la ligne, ils sont absolument excellents, avec en plus, tu sais, une notion un peu de, comment on dit, de téléologie, en tout cas, tu sais, cette fatalité de ça n'aurait pu se passer que comme ça. Oui. Ça aussi, hein, ça, on l'a pas parlé, mais dans le Last Dance, c'est beaucoup de ça aurait pu se passer que comme ça, la lecture a posteriori. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est ce genre de top 10 où t'as des mecs qui se répondent, bah non, mais Joe Montana était génial, et derrière t'as l'interview d'un autre mec qui dit, bah non, mais il était nul, ou enfin, j'exagère, mais des trucs comme ça, ou bah non, mais il était pas si mobile que ça, mais non, mais tu vois. Et au final, tu t'en ressors avec une idée où, bon, tu n'étais pas forcément d'accord avec tout le monde, mais tu dis, ah ouais, c'est quand même un peu nuancé, quoi. Et je trouve ça fabuleux. Ça rejoindra peut-être un peu le format ce qu'on appelle les oral history. Oui, oui, oui. Et après, à quel point les oral history, on va dire, c'est un tout autre contenu, mais où t'apportes en fait énormément d'importance au témoignage en tant que tel. Et des fois, bah, tu te rappelles pas qu'en fait un tel pouvait pas blairer l'autre parce que ceci ou cela, ou qui font tendance à enjoliver la chose. Il y a le livre de Terry Pluto sur les billets là-bas, qui est sous forme d'oral history, et où il y a un peu ce côté volontaire de faire passer la ligue pour une ligue de fous, quoi. Et du coup, tu te dis, bon, à quel point les éléments qui sont pas racontés dedans, ils sont complètement exagérés, ou c'est qu'une histoire partielle ou alors même, en fait, je sais pas si ça t'arrive toi, mais dans notre propre vie, on finit par se rappeler d'un truc, et on se le rappelle tellement, en fait, qu'on retient juste un certain point, et soit on l'exagère, soit on a retenu que ça et tout le reste, et un jour, tu en reparles avec tes parents et ils te disent, ouais, non, mais en fait, ouais, c'était pas vraiment comme ça, quoi. Ça nous arrive nous-mêmes, et c'est toujours un peu le côté témoignage où il faut contextualiser, le nuancer, le critiquer, parce que si ça reste très intéressant, c'est pas de la source impartiale, quoi. Oui, oui, oui. Mais tu vois, au final, tu te retrouves avec des trucs où, t'as une image plus complète, et en tout cas, t'as moins l'image intouchable, le mythe intouchable, ça s'est passé comme ça, il était toujours absolu, lui était que méchant, lui était que gentil, lui il était que très bon, quoi. On va dire que c'est un discours qui est fait à plusieurs voix, quoi. C'est ça, ouais. Donc, en fait, quand t'as toujours plusieurs voix plutôt que c'est la voix off qui te raconte tout, quoi, ça ramène forcément quelque chose qui est plus, j'allais dire plus riche. Je sais pas si le terme est mieux choisi, mais Oui, c'est ça, ouais. Ça va t'offrir automatiquement plus d'angles, quoi. Je crois qu'on arrive au bout. Alors si on a tout dit, est-ce qu'il y a des gros points qu'on a un peu oubliés, Antoine? Parler d'histoire et de NBA, je pense qu'il y aurait il y aura encore beaucoup à dire. Mais je pense qu'on a déjà évoqué certains points où je serais pas étonné, hein, parmi ceux qui nous écoutent, il y a des personnes qui, sans être historiens, c'est peut-être la matière qu'ils enseignent à l'école, au collège, au lycée, Oui. que sais-je, qui pourrait ramener, soit nuancer ce qu'on a dit, justement, soit ramener de nouveaux points, mais il faut quand même se dire qu'il y a ce côté plutôt cool que, en tout cas moi de mon point de vue, qu'il y ait des choses à dire en fait sur l'histoire du basket, sur l'histoire de la ligue nord-américaine. Ça, encore une fois, moi en plus je considère qu'il y a toujours un côté où ça éclaire le présent, où ça nuance, ça complexifie un peu les choses qu'on croyait gravées dans le marbre. Et après, pour revenir au tout premier sujet qui était The Last Dance, je sais que j'ai été très critique, et je veux pas enlever ce côté nostalgie, célébration d'un certain passé, et juste profiter des belles images et tout. Je pense après que si les gens sont arrivés jusqu'ici, j'espère qu'ils ont compris le propos, qui était de dire que c'est
ça n'a pas été totalement présenté sur ce qui est vraiment le documentaire, à savoir, sans être peut-être purement dans l'autobiographie, un retour sur principalement, alors il y a plein de témoignages, mais sur le témoignage principal de Michael Jordan sur les exploits de sa carrière, quoi. Oui. Et que vous aurez pas plus que ça non plus, quoi. Je vois dans mes notes que j'ai été épargné un monologue sur le rôle de l'historien forcément partial dans la manière dont il raconte l'histoire, et notamment notre ami Bill Simmons qui arrête pas de raconter que Karl Malone n'était pas un bon joueur de playoff, alors que factuellement Ben Taylor a fait un check-up et a dit non, en fait si c'était quand même plutôt pas mal. Mais non, mais je crois que effectivement en conclusion il y a aussi ce truc de le basket est et même tous les sports en fait, il y a une c'est une double entité, si je peux le formuler comme ça, où d'un côté c'est un sport et un jeu d'interaction vraiment au sens théorie des jeux, et un objet d'étude qui mérite d'être étudié de manière très scientifique parfois, comme nous on peut le faire, d'être décrypté, d'être analysé très froidement, avec vraiment en ouvrant la bête et en décryptant à peu près tout. Donc il y a ce côté-là très jeu en lui-même qui mérite d'être analysé, mais il y a aussi, c'est vrai, le sport en tant qu'entité de spectacle, et plus que le spectacle, plus que juste regarder un bon highlight sur son téléphone pendant 2 minutes. Voilà, on en parlait avec Thibaut sur les héros qui sont des vecteurs de valeur, les légendes ou les mythes qui sont des vecteurs de valeur. Je pense que la NBA a aussi ça aussi. Donc il y a ces deux parties fondamentales pour moi qui sont le jeu en lui-même qui peut être décortiqué de manière très analytique, et en soi aussi cette notion de ça reste un sport, ça reste du spectacle, et même un vecteur d'histoire aussi. C'est aussi par ces histoires qu'on arrive à rêver et à transmettre parfois certaines valeurs. Et d'émotions. Je considère que voilà, les ligues sportives ont compris aussi qu'elles devaient être vecteurs d'émotions parce que c'est ce qui nous capte le plus facilement. C'est ça, oui. Je veux dire, voilà, on va pas se leurrer, on aimerait que la tactique soit plus importante et elle mériterait d'être plus importante. Mais voilà, moi je considère souvent je pense qu'il y a cette volonté délibérée, qui est même pas vraiment cachée, hein, que le sport doit être vecteur d'émotion dans sa diffusion, justement, et derrière de construire des récits qui vont, qu'on le veuille ou non, s'appuyer sur l'émotion, que ce soit la colère d'une défaite, que ce soit la joie d'une victoire, la nostalgie des exploits justement passés d'une star, de s'appuyer, parce que vous aurez, et on peut le voir nous-mêmes, on est souvent beaucoup plus captivé par un contenu qui commence à nous toucher sur le plan plus émotionnel que sur le plan plus cartésien, on va dire, quoi. Ouais, non mais effectivement il y a un peu ce double aspect, mais comme tu dis, si le basket, si on lui retire ce côté émotion et récit, du coup ça devient juste un objet d'étude scientifique comme un autre, et du coup le basket ça devient la mécanique des fluides, et croyez-moi c'est beaucoup moins marrant et ça intéresse beaucoup moins de personnes. Pas terrible, non. J'en suis pas tombé amoureux en tout cas. Moi non plus. Bref, en tout cas merci beaucoup Antoine d'être venu sur le Basket Lab, et surtout sur cette saga des Crossommers dans lequel tu as réussi à t'insérer. Écoute, de rien, ça me fait une victoire de plus sur Nico. C'est tout point est bon à prendre dans ce domaine. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà comment est-ce que l'on conclut cette mini-série sur Michael Jordan. Nous avons enchaîné 3 épisodes d'affilée, histoire de rester un peu dans le bain de cette thématique. La thématique de notre rapport et notre perception à Michael Jordan, qu'on a pu décliner sous 3 angles différents. L'angle philosophique, l'angle littérature et récit, et puis donc aujourd'hui, grâce à Antoine, l'angle historique. Donc voilà, c'est vraiment un thème que je voulais traiter depuis vraiment avant la création du podcast. Ça me tenait vraiment à cœur, donc ça me fait très plaisir qu'on soit arrivé à le traiter en le déclinant à ce point avec 3 angles différents et finalement je trouve assez complémentaires. On remercie Thibaut Leplat, on remercie Rafa et on remercie Antoine évidemment. Merci à ces 3-là bien entendu, sans qui cette trilogie n'aurait pas pu se faire avec seulement ma compétence. J'espère que ça vous aura autant plu à écouter cette trilogie que moi à préparer, en tout cas, à défaut d'y avoir beaucoup participé. J'ai au moins pu poser les questions, mais voilà. Merci à tous les 3. Merci Thibaut, merci Rafa et merci Antoine. Et donc la prochaine fois,
la trilogie est terminée et on sort également de notre saga de crossover et on revient sur notre top 100 des joueurs NBA de 2023. 9e numéro de la C-Lab. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci évidemment à Antoine d'être passé sur le podcast. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.